plutôt que... Ça va? Entendez-vous en arrière? Moi, j'ai rien touché. On en plus? Faut pas penser, même. Ça va être une conférence électrisante. Ça? Probablement ce que ça voulait dire. Le titre de la conférence ce soir, c'est... Ça serait, fais attention. Passe par-dessus ce morceau. Les lois du contact avec l'esprit. Ah, ça va. Est-ce que c'est ça qu'on vient de faire? Les lois du contact avec l'esprit. On va donc voir une série de lois. D'ailleurs, le thème mensuel, c'est sur des lois. Est-ce que vous entendez bien en arrière? C'est ce que je pensais. Je peux soit... Si je m'avance... Avancez-vous. Avancez-vous un peu. Ça va mieux comme ça? D'accord. Donc, le titre de la conférence, pour ceux qui sont en arrière, c'est les lois du contact avec l'esprit. T'es trop près. Bon. Ça va? Commençons. Qu'est-ce que c'est un esprit? Pour qu'on prenne un contact avec un esprit. Oui, c'est ça. On va commencer par définir ce que c'est qu'un esprit, puisque ce n'est pas un esprit, de façon à ce qu'on puisse savoir avec quel genre d'esprit on devra prendre contact. Dans l'astral, dans la vision terrestre de l'évolution, on connaît l'esprit, on connaît les esprits, on parle de fantômes souvent, et il y a effectivement des lois qui peuvent nous permettre d'entrer en contact avec des esprits, donc avec des fantômes. Ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on peut même, il y a même des lois dans l'astral qui nous permettent d'entrer en contact avec notre propre esprit, c'est-à-dire notre propre fantôme. Mais ça, on n'en parlera pas ce soir, c'est pas de ce genre d'esprit-là que je veux parler. Bon. Mais on peut effectivement rencontrer notre propre fantôme. Bon. Alors un jour, je t'expliquerai ça. Est-ce que c'est un esprit ou est-ce que c'est... C'est un fantôme, mais dans le langage populaire, on parle aussi d'esprit. Et c'est pourquoi il faut faire attention, parce qu'on a le terme spiritualité. Spiritualité, c'est l'évolution de l'esprit. Mais on a aussi le terme spirit et spiritisme, entrer en contact avec les morts, avec les fantômes. Alors moi, je parle souvent d'espiritualité lorsque je veux parler d'un contact avec l'esprit, parce que, étant galvaudé, le terme spiritualité finit aussi par nous amener à entrer en contact avec le monde de la mort, avec le monde des mémoires, avec le passé. On a beaucoup de spiritualistes qui sont en contact avec des maîtres du passé, des maîtres qui sont morts. Et quand on parle d'espiritualité, on parlera d'une façon plus claire d'un contact avec de l'esprit et avec de l'esprit saint, c'est-à-dire avec un esprit pur qui n'est pas coloré par l'expérience de l'homme, qui n'est pas coloré par les désirs, par les peurs, par les mémoires, par les émotions humaines. On parlera donc d'un esprit qui est libre, qui est pur. Dans l'ancienne étymologie, dans les théologies traditionnelles, on parle de l'esprit saint. Et on fait souvent référence aussi à des paroles laissées par le Nazaréen, dont l'une est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton corps, de toute ton âme, de tout ton esprit ». Et on doit encore faire une référence un peu, on doit regarder. L'esprit est à l'extrémité de la parole. Tu aimeras donc de tout ton corps, de toute ton âme, de tout ton esprit. Toutes les religions, ou à peu près, privilégient surtout l'expérience de l'âme. Alors on va dire, c'est important que vous sauviez vos âmes. Et par contre, si vous dites « Ah, mon âme, elle est sauvée », on va dire « Il fait de l'esprit. » Bon. Le mot « esprit » est très bas. Alors, ou bien l'esprit est au départ, c'est ce qu'il y a de plus bas, l'âme au milieu et le cœur est ce qu'il y a de mieux. Ou bien le cœur est ce qu'il y a de plus bas, l'âme reste au milieu et l'esprit c'est ce qu'il y a de mieux. Étant donné que l'être humain est manipulé dans l'âme, dans l'astral, la majorité de tout ce qui manipule l'humain dans son cheminement évolutif fait en sorte que l'homme mette le maximum d'énergie, le maximum de temps sur la seule partie qui constitue l'humain qui n'évolue pas, l'âme. L'âme, ça mémorise, ça apprend, ça comprend jamais. C'est pourquoi les Romains avaient une âme comme les nôtres. Ils avaient peur, s'ennuyaient, faisaient des orgies, se distrayaient, se jalousaient, et ils s'aimaient, ils se détestaient, ils se faisaient la guerre. Au fur et à mesure de l'évolution de l'humanité, il y a des personnages relativement importants qui sont passés, et du point de vue de l'âme, ils n'ont jamais rien changé. Par contre, au niveau de l'esprit, ça bouge. Et au niveau du corps. On a souvent tendance à penser aussi, lorsqu'on entend parler de l'esprit, que c'est la même chose que l'âme. Parce que quand tu faisais référence tantôt aux esprits disparus, ou si on fait appel à des fantômes,
c'est plutôt l'âme que l'esprit. Oui, c'est l'âme des disparus, ce n'est pas leur esprit. L'esprit, ça évolue. Comment un esprit évolue? Un esprit, ça évolue lorsque ça se rapproche de l'homme. L'homme, ça évolue. Comment l'homme évolue-t-il? L'homme, ça évolue lorsque ça se rapproche de l'esprit. Lorsque l'être humain est dans son âme, ce qui est un peu entre les deux, l'âme, c'est quelque chose qui permet à l'esprit d'avoir une forme de corps physique en attendant. Et l'âme, c'est ce qui permet à l'homme d'avoir une sorte d'esprit en attendant. Mais l'âme n'est ni une ni l'autre. C'est un intermédiaire entre les deux. C'est un intermédiaire. Et c'est pourquoi on parlera souvent de médium. Est-ce que l'âme est le contact entre le corps et l'esprit? Non, l'âme, c'est ce qui va permettre à l'esprit de rester près de l'humain, tant que l'humain n'est pas capable d'entrer en contact avec l'esprit. Et l'âme, c'est ce qui va animer le corps physique, permettre la vie, permettre la reproduction, permettre aussi l'évolution physique par l'expression émotive dans le corps physique, ce qui va engendrer la spiritualité émotive. Et progressivement, il y aura l'épanouissement d'une faculté nouvelle qui sera l'intellect. Par la suite, l'intellect va devenir le mental. Et le mental va, lui, être capable de vivre ce que plusieurs personnes ont déjà connu et ce que d'autres vont connaître, l'écœurement de l'écœurement. Et à un moment donné, le mental finit par devenir supramental, c'est-à-dire que là, l'être humain a un contact avec l'esprit. Et lorsqu'il a un contact avec l'esprit, il voit les choses d'une façon neuve. Et voyant les choses d'une façon neuve, il va commencer à détruire les mémoires chez lui. Et quand je parle de mémoire, ce n'est pas votre adresse. Ça peut arriver qu'on perd, on ne sait plus ce qu'on reste, parce qu'il y a des mutations neuroniques, il y a des petites choses qui changent dans le cerveau, puis à un moment donné, si vous cessez de chercher la réponse, ça va revenir. Mais quand je parle de détruire la mémoire, je parle de détruire la tradition. Alors, traditionnellement, on se plaint quand il fait froid ou quand il fait chaud, ou quand il fait beau ou quand il fait pas beau, on se plaint. Bon, traditionnellement, on souffre d'aimer. Traditionnellement, on croit en un Dieu, puis on a peur du Dieu. Et puis, on peut trouver qu'il est peut-être injuste. Et puis, bon, il y a plein de traditions. Le contact avec l'esprit, la première chose qu'il va faire, que le contact va faire, c'est de détruire, transformer des mémoires pour rendre l'humain libre du passé. Vous voyez, il y a des différentes façons d'évoluer. Dans l'ère du poisson, aller plus loin dans le passé, donc du passé jusqu'à l'ère du poisson, c'est-à-dire jusqu'à l'an 1967, et ça s'étire parce que les transitions entre les ères sont toujours un peu vagues. Ça va jusqu'à l'an 2013. Dans cette transition, à partir de l'ère du poisson descendant, l'humain devait évoluer uniquement à reculons. C'est-à-dire que l'humain reculait. Alors, reculant, l'humain, il ne voit jamais où il va, ce qui va créer l'insécurité dans son cheminement, parce qu'il ne sait jamais où il va. Alors, on lui dit, en arrière, c'est le paradis. Mais je peux-tu regarder? Non. Parce que quand tu tournes la tête, le paradis tourne aussi. Tu n'as rien à faire. Bon. Alors, tu ne verras pas. C'est là qu'ils ont inventé le miroir. Ça, même là, ça ne fonctionne pas. Tu te vois, puis tu te regardes, tu te trouves beau, puis tu passes, tu es déjà rendu. Bon. Alors, ce qui arrive, parce que le miroir te fait voir toi et le paysage. Là, tu passes dedans. Alors, ce qui arrive, c'est que donc, dans l'ère du poisson, aller antérieurement, l'homme, la femme, l'enfant, évolue à reculons. Alors, il ne voit pas où il va. Donc, tout ce qui est nouveau, tout ce qui est neuf, il ne peut pas le connaître. Il ne peut pas le savoir. Il doit l'expérimenter. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un chemin, un tapis de couleurs. Vous reculez sur le tapis de couleurs. On dit vous avancez à reculons, parce qu'on chemine. C'est quoi la couleur en avant? Je ne sais pas. Et subitement, vous pilez dessus, et là, vous voyez qu'elle passe. Ah, c'était bleu. L'être humain, c'est toujours ce qu'il a fait. Et parce qu'il avance à reculons, il voit le passé, il voit la mémoire, il voit les traditions. Alors, il se dit, lui là-bas, Moïse, Abraham, Krishna, Moroni et d'autres, lui, quand il reculait, il a fait telle chose, ça a fonctionné. Alors, on se dit, je vais faire la même chose. Oui, mais on n'est pas sur son morceau de tapis. On n'est pas dans la même ère d'évolution humanitaire. On n'est pas à la même place. Puis on a subi, bénéfiquement en majorité, les résultats de son travail à l'autre là-bas, de leur évolution. Donc, dans l'ère du poisson, 2800 années, grosso modo, on recule, on recule, on recule, on recule, on recule, et on ne sait jamais où on va. De ce fait, l'humain se pose des questions, il veut savoir où il va. Quel est le rôle cosmique de l'humain? Quel est mon rôle, moi, ici? Qu'est-ce que l'esprit? À quoi ça va servir d'avoir un contact? Comment l'astral peut venir me récupérer, me charrier? Vous savez, quand vous vous dites, ça y est, je suis sur le rouge,
Là, maintenant, je suis rendu. Je le sais. C'est vrai, tu es peut-être rendu sur le rouge. Peut-être que c'est la dernière couleur. Là, tu recules, tu te dis là, je suis correct. Tu recules. Ce que tu ne sais pas, c'est que maintenant, il y a des marches en arrière. Parang, ça monte assis. Et voilà, tu vas te faire avoir. Et là, tu commences à monter les marches, finalement, tu te dis là, j'ai tout compris. À un moment donné, ça ne monte plus. Fait, quand tu essaies de faire une marche de plus, tu vas voir que c'était une surprise. On arrive. On arrive à quoi? On arrive à une ère nouvelle. Pas parce que le soleil rentre dans l'ère du Verseau, ça, on n'a rien à faire. On arrive dans une ère nouvelle parce que l'humain change. Parce que l'humain, on l'a vu un peu, l'animal sait des choses, l'humain sait qu'il sait des choses. Puis le conscientisé, lui, il sait qu'il sait des choses. On arrive dans une ère d'épanouissement où l'être humain va avoir un contact avec son esprit. Et là, c'est évident que pour celui qui marche à reculons, il ne peut pas voir l'autre côté. Mais l'évolution espritique, l'espiritualisation, qu'est-ce que c'est? C'est l'obligation, à un moment donné, d'être désassujetti des lois qui vous ont toujours forcé à reculer. Donc, à voir d'où vous veniez, mais jamais que savoir où vous alliez. Et là, progressivement, on doit tourner pour commencer à voir où on va aller. Et on appelle cela l'initiation solaire. On l'a vu un peu la semaine dernière. C'est-à-dire que là, on voyait toujours l'ombre du soleil à travers tout ce que nous vivions. Alors, on voyait en 2 dimensions ce que le soleil faisait. On connaissait le paysage en arrière de nous, en avant dans notre cheminement, uniquement en fonction de leurs ombres. Et là, préparé par l'ombre, lorsqu'on arrivait devant l'objet, on était prêt, on se disait « Ah ben, c'est correct, ça va avec l'ombre. » Mais là, progressivement, on commence à tourner, et le contact avec l'esprit, c'est ça. L'humain va tourner complètement, il va être totalement exposé au futur, au neuf, aux choses qui ne font pas partie du passé. À ce moment-là, tu ne verras plus ce qui était en arrière ou en avant. Là, c'est les mémoires où tu ne verras pas d'où tu arrives, tu vas voir seulement où tu t'en vas. De ce fait, on dira que l'homme nouveau, la femme nouvelle, l'enfant nouveau perdra tous ses mémoires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il se rappellera de l'avenir, mais ne pourra plus se rappeler du passé. Ça veut dire que dans sa conscience, il verra en avant, il ne pourra pas voir en arrière. Mais le contact avec l'esprit permet une plurilocation de conscience. Ça permet à l'être humain d'être dans sa conscience à plusieurs places en même temps. Techniquement parlant, ça permet à l'humain d'être omniprésent. On pourra y revenir un peu plus loin. Donc, progressivement, le contact avec l'esprit, c'est que l'humain tourne, mais là, le paysage ne bouge plus, lui. Il est cloué. La souffrance. Alors, lentement, l'humain tourne et subitement, il va voir un peu de neuf, un peu de vieux. Période de transition, l'adolescence de votre évolution. Et là, c'est terrible. C'est terrible parce qu'on ne sait plus... On n'a jamais tourné. Chaque fois qu'on a voulu tourner, le paysage tournait, ce qui fait qu'on ne tournait pas. Alors, à un moment donné, on commence à tourner, et puis là, on arrête, on arrive dans une jonction où on voit le neuf, où on voit le vieux. Ça ne tourne pas vite, parce que nos corps ne sont pas assez solides, il faut se laisser le temps. Et là, subitement, on ne sait plus quelle barre, qu'on continue à tourner. Et là, si on veut revenir, si on n'aime pas le paysage, on sait même plus. On peut pas. Si tu es à gauche ou à droite, il faut que je revienne. Ou qu'il faut que je continue. Et ça crée un stress terrible qui va être atténué par le contact avec l'esprit. Et pourquoi il y a ce stress? Uniquement parce que c'est essentiel que l'être humain, dans sa rotation, finisse par être placé dans un point tel où il ne verra pas tout à fait le futur, où il ne verra plus tout à fait le passé. Autrement dit, vous ne verrez pas le passé sous le même angle, vous ne serez plus traditionnaliste. C'est-à-dire, c'est certainement que Moïse a vécu. Je le vibre. Oui, mais pourquoi tu l'adores pas, Moïse? Je n'ai pas à l'adorer, Moïse. Mais est-ce que tu crois que Moïse, je ne crois même plus rien. Je sais. Et je sais que l'importance des choses n'a pas d'importance. Mais que c'est utile. Alors, progressivement, tu tournes. Et là, il vient un temps génial. Un temps où l'être humain peut entrer en contact avec son esprit, c'est-à-dire entrer en contact avec ce qu'il est, lui. Et là, comprenons ceci. Vous êtes tous la concaténation. Hein? Vous êtes tous l'accumulation de votre passé. Votre corps physique vient du passé. Votre âme, votre ego, notre société, tout ce que nous faisons, notre façon de voir le monde, c'est tout le passé au complet jusqu'à maintenant, réuni en même temps.
Mais là, progressivement, l'humain va voir l'avenir, il va commencer à réincarner de l'avenir, et il va donc avoir la capacité de retrouver ce qu'il sera, ce qu'il a été et ce qu'il est. C'est la première définition du mot esprit. Être ici et maintenant. Mais ici et maintenant ne veut pas dire abstraction de l'avant et de l'arrière. Ça veut dire imprégnation dans l'avant et dans l'arrière. Plus de problème. On ne cherche plus, on est. Bon. Est-ce que c'est dû au fait que pour l'esprit, il n'y a pas de temps, que l'instantané de l'esprit, c'est en même temps le passé, le futur, le présent, etc.? Absolument. Bon, c'est l'étape immortelle. Par la suite va venir l'étape éternelle. Et finalement, l'étape intemporelle. Bon. Il y a des choses qui sont possibles. Je parle juste un peu là-dessus. On va arriver aux lois, mais c'est important de comprendre. D'ailleurs, à travers ce que je vous explique là, il y a déjà plusieurs lois qui vont être plus faciles à comprendre. Au minimum, c'est beau de savoir les lois. C'est important aussi de savoir à quoi ça sert. Il y a une chose importante et intéressante, c'est qu'il y a plusieurs humains. Et là, faites attention. Vous ne pouvez pas vous regarder dans un miroir pour savoir si c'est de vous que je parle ou non. L'être humain dans l'évolution n'est pas reconnaissable à ses fruits. Dans l'ère du poisson, on connaissait un humain à ses actions. Dans l'ère du Verseau, dans l'ère nouvelle, du point de vue chronologique, on parlera de l'ère du Verseau. Dans la transition, on ne reconnaîtra pas un homme, une femme ou un enfant dans son évolution en fonction de ses actions, de ses fruits. Alors, à un moment donné, vous allez dire, je suis malade, je suis âgé, quel que soit l'âge, ça dépend comment on voit ça. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai jamais rien fait de particulier. Je ne suis pas reconnu ou connu. Alors, comment puis-je penser que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, je vais peut-être faire partie de l'ère nouvelle? Moi. Pauvre petit moi. Vous ne savez rien de ce que vous êtes. La majorité, vous ignorez totalement. Alors, on ne peut pas se regarder son entourage, regarder ce qu'on est pour savoir... si ça fait 20 ans, je vais arrêter de fumer. Même pas capable. Puis là, je m'imagine que on vous fait peut-être fumer pour vous terrestrifier. Parce que quand vous ne fumez pas, vous avez une dose d'énergie juste trop haute qui fait que vous décollez du sol. Vous n'êtes plus capable d'être suffisamment humain. En fumant, vous rebaissez un peu en vibration, vous êtes capable de continuer à vivre malgré les conditions extérieures, malgré les stress. Il y a bien des raisons. Toi, faut t'arrêter quand même de fumer. Là. Il est temps. J'étais en train de m'en servir comme excuse. Là. Non, il est temps. Je l'ai déjà dit, ça fait 2 ans. Ah, là, okay. Je suis assez terrestrifié maintenant. C'est ça. Là, maintenant, tu es capable d'aller chercher haut et rester en bas. Alors, il arrive ceci dans l'évolution, donc, et ça peut être vécu par plusieurs personnes ici présentes. L'humain bifurque, il est entre les deux. Entre l'avenir et le futur. Ouais. Entre l'avenir et le passé. Je vais voir qui c'est qui dormait, mais ça dormait pas mal. Bon. Et puis, il arrive qu'il y aura des êtres humains qui, à ce moment-là, je le dis simplement parce que ça fait partie de l'explication, ça communique un peu d'énergie aussi, puis c'est bon d'avoir des petites choses, mais ne pensez pas subitement que c'est ça que vous faites. Quand vous allez le faire, si vous le faites, vous n'aurez pas besoin de penser que c'est ça que vous faites. Vous allez voir. Entre les deux, l'humain a la capacité de quitter totalement la structure évolutionnaire prescrite et prévue, courber l'espace-temps pour se retrouver quelques années plus tard. Alors que la majorité des personnes, dans le contact avec l'esprit, vont continuer à pivoter après des hésitations, des petits hoquets, des petites rechutes. Ils vont continuer à pivoter et vont se retrouver vers un avenir. Il y a les êtres humains qui vont se tourner vers le passé. C'est ceux qui vont vivre un apocalypse. Eux, on va leur donner l'énergie qui leur manque. Ils vont tourner 40 fois. Puis à un moment donné, il y aura juste quelque chose d'intéressant. Ils vont finir par arrêter dans l'avenir. Alors que ceux qui se conscientisent, les êtres humains facilement conscientisables, puis comment on sait qu'on se conscientise? Si on est capable d'accepter des choses neuves, on se conscientise. Ça ne veut pas dire qu'on comprend tout ce que je dis. D'ailleurs, même moi, j'ai la difficulté des fois. Ça ne veut non plus pas dire qu'on me suit. Ça veut dire, est-ce qu'on est capable d'accepter des choses neuves? Et surtout, est-ce qu'on est capable d'intelligencer? Intelligencer veut dire mettre de l'intelligence dans notre vie. Tu te lèves, il pleut, tu chiales, puis subitement, tu trouves ça niaiseux de chialer quand il pleut. C'est conscientisable. Il y a 2 qui arrivent.
Rien à voir d'être conscientisable. Bon. Donc, l'être humain qui va lentement bifurquer, l'être humain va finir par avoir un contact très limpide avec lui-même. Ça, on ne le choisit pas non plus. Quand est-ce qu'on choisit quelque chose sur la planète? C'est ça, tu as toujours dit qu'on ne choisissait rien. Donc, on se fait tourner. On ne tourne pas pour s'en aller vers l'intelligence. Mais non, on ne se fait pas tourner, on tourne. On tourne, OK. Bon, mais j'ai pas dit qu'on se fait tourner. On est sur une table tournante, puis on tourne. Mais non, on se tourne pas les pieds, c'est la terre qui tourne. Non, présentement, tout le temps, ce qui arrivait, c'est que la table tournait avec nous. Là, maintenant, la table, elle va cesser de tourner, et nous continuons. Ou c'était mieux, la table continue à tourner, nous, on arrête. Mais nous, on tourne. Par rapport à la table. Bon, mélange pas tout. OK. Mais on le décide pas, pareil. Mais oui, on peut le décider. Certainement qu'on peut décider qu'on évolue. On peut décider qu'on tourne ou qu'on évolue? Absolument. Oui. Comment on fait ça? Ben, tu décides. Ça ne veut pas dire que ça va fonctionner. Okay. Tu te demandes si on peut décider. Okay. Je dis, oui, on peut décider. OK, ça ne donnera rien. Ben non, ben ça ne donnera rien. Fait que, bon, on peut décider. On peut décider qu'on vole. Vous pouvez décider que vous volez. Bon, alors voilà, tu peux décider. Est-ce qu'on peut se placer dans un contexte qui va favoriser? Les lois du contact avec l'esprit, les voici. Et ça va faire en sorte que l'être humain se ramasse... C'est seulement une question de clé. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il manque des clés, le mot clé est spiritualisé, disons, des pneus. Hein? S'il vous manque des pneus, il vous manque des éléments pour bouger. Alors, quand on prend de l'information, la vie nous en amène. Quand vous discutez avec vous-même ou avec d'autres, parce qu'il y en a qui sont rendus au point qui discutent avec eux autres, vous ramassez encore des pneus. À un moment donné, on a suffisamment de pneus que la balance elle penche. L'information que vous prenez en conférence, dans des livres, au cinéma et dans la vie, c'est des voiles. Vous hissez les voiles. C'est sûr que le bateau est manipulé par le vent, officiel. Sauf que c'est uniquement le gréement le gréement, c'est toute l'armature, qui sert de voilier, bien évidemment, il y a beau venter fort, vous allez aller à certaines places. Hein? Vous pouvez même dériver vers des récifs. À un moment donné, vous allez monter un phoque. Ça, c'est une expression québécoise qui veut dire ça va mal. Bon, alors on monte un phoque. Bon, hein, on dit phoque. Bon, alors, on monte un phoque, mais vu qu'on monte un phoque, le phoque, c'est une voile qui va en avant du bateau, alors le vent soufflant de travers, ben on est dévié. Puis là, on a beau avoir un gouvernail, ça ne sert à rien. Le gouvernail, vous savez, c'est un petit bout de planche. Comparativement à un phoque, le vent va nous amener où est-ce qu'on ne veut pas aller. Mais là, subitement, disons qu'on a un ketch, c'est un bateau à 2 mâts, et puis on va décider qu'on lève la voile d'Artimon, la mât en arrière. Alors, lorsqu'on lève la voile d'Artimon, bien là, on commence à équilibrer le bateau. Mais là, on est peut-être déjà mal pris. On est tout près des récifs. L'information qu'on ramasse, c'est des voiles. L'astral, ça souffle. On peut manipuler le manipulateur, ça veut dire quoi? Connaître les lois de l'évolution pour s'en servir. Alors, on approche des côtes, on approche des récifs. On a 2 voiles de levée, on n'a pas assez de vitesse. À un moment donné, on va trinquer. On va se dire, hey, j'ai bien évolué, là. Alors, on lève la trinquette. Bon. Ça, c'est un deuxième phoque, qui est différent un peu, c'est une trinquette. On lève ça en avant. On commence à gagner de la vitesse, mais le voilier est encore décentré. Donc, on dérive encore vers la côte. Et là, à un moment donné, à grand renfort d'effort, il faudra s'atteler à lever la grand voile. Et là, on se dit, faut pas à peine de lever, je n'ai déjà levé 3, puis ça n'a rien changé. C'est elle qu'il faut lever maintenant. Alors, subitement, ben voilà, on a peut-être des poulies, on a peut-être des cabestans. Bon, on s'arrange, on lève la grand voile au maximum. Et puis maintenant, on commence à prendre plus de vitesse et on se dirige droit vers les récifs. C'est épeurant. Un bateau à voile n'est pas contrôlable s'il n'atteint pas une certaine vitesse. Alors, on laisse le gouvernail droit. Autrement dit, on s'en va là, en plein où ce qu'il ne faut pas. Pourquoi? Gagner de la vitesse. Dans l'évolution, on appelle cela se réchauffer, gagner de l'énergie. À tout bout de champ, ouais, j'évolue, mais là, ça va mal. Plus, là, tu tournes le gouvernail, puis tu te ralentis. Tu perds de l'énergie, puis tu t'en vas droit dans le récif. Quand tu arrives à 2-3 nœuds, alors tu accélères progressivement. Le voilier arrive à, mettons, 5-6 nœuds. Et là, subitement, la dérive commence à fonctionner. Le bateau est dirigeable. On tourne un peu la barre à roue. On tourne légèrement le gouvernail. Pas trop. Pourquoi pas trop? Pour ne pas freiner le bateau.
On tourne légèrement, puis on commence à se rendre compte que ça fonctionne. Et là, maintenant, tu passes dans l'ère nouvelle. Et là, maintenant, tu as un contact avec ton esprit, ce qui fait que maintenant, tu as une liberté pleine dans ta conscience qui aura progressivement la capacité, pas de libre arbitre, non, mais de se diriger à travers la mécanique terrestre. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que maintenant, tu peux remonter le vent en louvoyant que tu peux faire changer l'ordre du vent. Mais par contre, tu vas jouer à l'intérieur, ça commence à fonctionner. L'être humain qui ramasse de l'information, c'est un être humain qui lève des voiles, qui tisse des voiles puis qui lève les voiles. L'esprit, c'est... Est-ce que c'est une loi du contact avec l'esprit que d'accumuler de l'information? De ramasser le plus d'énergie? Finalement, c'est de l'énergie ou de l'information, c'est... Eh oui. L'astral, c'est de l'énergie, donc le vent, c'est de l'énergie. Si on est capable de se servir de l'énergie astrale, on peut arriver, on parvient à se servir de la forme, et bien maintenant, on est correct. On ne peut pas maudire le passé, maudire nos traditions. Ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, on doit être libéré des traditions, ne plus être l'esclave de la tradition. Et toute cette mécanique énergétique, elle va servir. Les lois du contact avec l'esprit. Maintenant qu'on sait un peu plus où on va, enfin un peu. Première chose, l'humain doit être vivant. Je reviens souvent sur cette loi-là, c'est important. Vivant dans le sens vie. Présent, capable de bouger un corps physique. L'humain évolue lorsque le corps physique est animé. Est-ce que lorsqu'on est vivant, on est en contact avec l'esprit? Lorsqu'on est vivant, souvent l'esprit est en contact avec nous. Mais rares sont les humains qui sont en contact avec l'esprit. Bien que l'esprit soit en contact avec eux. C'est quoi la différence? La différence, c'est que l'esprit sait que tu es là, puis toi, tu ne sais pas qu'elle est là. Alors, à un moment donné, bien, on est inquiet, on ne comprend pas trop, on chiale, on vit la structure typique de l'animal humain. Parce que tu ne sais pas que tu es que l'esprit là. Mais l'esprit sait que l'humain est là. Donc, deuxième loi du contact avec l'esprit, on pourra les définir un petit peu après. La dernière fois, il y avait plusieurs centaines de lois, je n'ai pas eu le temps de toutes les énumérer, alors on va prendre un peu d'avance. Il y en a un petit peu moins pour l'esprit. La deuxième loi, c'est que l'être humain doit conserver de l'énergie, donc l'être humain doit se réchauffer. Se réchauffer, ça se fait par la parole. Mais on doit se réchauffer, mais on doit aussi ne pas perdre d'énergie. De ce fait, l'être humain doit, si je résume comment on ne perd pas d'énergie, si je résume. Premièrement, on doit nécessairement cesser de se faire têter notre énergie par tout le monde. Bon, c'est une bonne chose. Alors, il y a des personnes qui vont dire « Ouais, mais ça, c'est comme devenir mental, puis quand tu es mental, tu deviens sauvage. » Non, c'est pas ça. C'est exactement comme si je ne peux plus communiquer de pétrole brut. Je ne peux communiquer que du pétrole raffiné. Alors, si vous voulez jaser avec moi, vous devez monter au niveau du raffinage. Tant que vous êtes au niveau du brut, j'aurai l'air sauvage. Pourquoi? Parce que j'ai beau communiquer. C'est comme si je communiquais rien. L'autre ne capte pas. Mais ça, c'est du snobisme? Non. Astralement, ça peut être du snobisme. Mais une personne qui vient te voir, qui dit « Bonjour, Charles », toi, tu dis « Bonjour », puis énergétiquement, tu l'aplatis à terre, elle va trouver que tu es bête en maudit. Pourtant, elle dit « Bonjour ». Alors, tu ne peux pas continuellement t'ajuster. Parce que si on s'ajuste trop à notre entourage, on finit par se désajuster à nous. Et on ne peut pas faire ça. Tout notre entourage, inconsciemment ou consciemment, attend que quelqu'un finisse par aller tirer la cloche en haut pour ouvrir le robinet pour que ça nous tombe sur la tête, un peu d'énergie. Mais comment tu fais pour savoir si c'est ajusté ou si c'est l'astral qui te L'expérience va faire en sorte que progressivement, de temps en temps, on te tape sur le nez, puis tu te rends compte, tu apprends. Mais c'est pas... L'idée n'est pas de savoir « Ah, je n'étais pas ajusté, j'aurais donc dû... » Non, l'idée c'était « Bon, ben, prochaine fois, je saurai. » Avance, avance. En arrière, oublie ça. Tourne, 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 tourne. Tout sera parfait. Donc, la deuxième loi, conserver de l'énergie. J'ai déjà parlé souvent en conférence de l'humour dans l'évolution. Il y a des personnes qui pensent que Daniel Kem, il est continuellement en train de réfléchir. Je ne réfléchis jamais. Donc, en partant, il y en a d'ailleurs qui s'en servent pour essayer de me culpabiliser en me disant hey, « Tu réfléchis pas, toi? » Et moi, je suis tout fier de ça. Je me dis, au moins, ça paraît. Bon.
On pense que je suis une personne qui, souvent on peut penser, une personne qui est toujours sérieuse. Et dans l'évolution, il faut être sérieux. Moi, ce que je dis tout le temps, c'est qu'on doit vivre sérieusement, on ne doit jamais se prendre au sérieux, ce qui fait que dans l'évolution, c'est la même chose. C'est évident qu'à un moment donné, énergétiquement, on ne fera pas de farce, mais on n'est pas sérieux. On fait ça sérieusement. L'être humain doit s'amuser. Alors, pour résumer comment on ne perd pas trop d'énergie, on doit être joyeux. Pas heureux. Heureux, c'est un concept trop difficile à maintenir. Joyeux. Être heureux, souvent pour l'humain, c'est quelque chose de mémoriel. Parce que le bonheur, soit dit pas l'horreur, le bonheur, hein, c'est être heureux. Je ne suis pas bonneux, je suis heureux. J'ai le bonheur, je n'ai pas l'horreur. Alors, quand on a le bonheur, souvent, c'est une question de temps. Êtes-vous heureux? Là, vous regardez hier, aujourd'hui, vous regardez. Êtes-vous joyeux? Ça, c'est instantané. Tu peux regarder ta montre, ça va, c'est à la bonne heure. Ouais. Ça, c'est le bonheur. Tu regardes ta montre, effectivement. Bon. Et bon. C'est toujours le bonheur, c'est vrai, c'est toujours en relation avec comment on était hier, comment j'étais avant hier, est-ce que je suis plus heureux ou moins heureux, donc je suis dans le bonheur. C'est pourquoi on doit être joyeux, pas heureux. Heureux, laissez ça à ceux qui ont beaucoup de mémoire. Joyeux, c'est actuel, c'est instantané. Ben, joyeux, c'est spontané. Êtes-vous heureux? Je ne le sais pas. Es-tu joyeux? Tu peux répondre oui ou non. Ah, c'est immédiatement. Puis si, oui, ça fait 20 ans que je suis joyeux, on s'en balance. L'important, c'est pas que tu aies été joyeux pendant 20 ans. C'est que tu sois joyeux maintenant. Alors, il y a des personnes qui se disent « Ah, moi, être joyeux, tu sais, j'ai jamais été... » Mais on s'en fout. Joyeux, c'est instantané. Vous devez développer chez vous la capacité de vous amuser à vous faire battre. À vous faire rentrer dedans. On dit en québécois... C'est pas fini. Continue. Vous devez vous habituer, vous devez vous amuser, alors en québécois, à vous faire fourrer. L'astral, de toute façon, pendant la transition, vous allez vous perdre, vous allez faire des erreurs, vous allez ne plus comprendre, vous allez manquer votre coup, vous allez recommencer, et vous allez réviser. Alors, ça vaut vraiment pas la peine de s'en faire. Donc, on doit apprendre à s'amuser. À un moment donné, tu te rends compte que tu t'es encore fait avoir. Mais c'est réellement comique, c'est réellement plaisant. Regardez ceci. Vous connaissez Pierre Richard? Bon, c'est un grand échalote. Bon. Alors, c'est un bonhomme. Quand on regarde les films de Pierre Richard, on se rend compte que c'est un grand épais qui est toujours en train de se faire avoir. Puis qu'est-ce qu'on fait quand on le regarde? On pleure pas, on rit. Pourquoi? Bon, on dit oui, mais c'est drôle. Ouais. Mais si moi, je m'en vais dans l'astral, puis que je vais voir de temps en temps comment vous réagissez quand vous avez une crevaison, ou quand vous avez à peu près rien. Vous avez les lèvres sèches, c'est compliqué. Alors on peut s'amuser en maudit. Pourquoi on rit du malheur des autres, puis on rit pas du nôtre? Pourquoi on n'arrête pas d'avoir du malheur, puis on pourrait rire? Toi, là, je te connais depuis combien d'années? Assez. J'ai ri. Si vous saviez. Oh. C'est vrai que c'est plus facile de rire du malheur des autres. Mais pourquoi on n'est pas capable plutôt d'arrêter d'avoir du malheur? On pourrait rire tout de suite. Ça, c'est une question d'ego. C'est comme, tu as une panne d'essence. Ou de survie. Non, moi, je ne survis même pas. Non, mais je veux dire, quand tu as le problème, là, tu trouves pas ça drôle. Quand tu as le problème, il faut que tu trouves ça drôle. Tu fais une crevaison sur le métropolitain à 7h15. C'est comique. Très comique. Surtout que la crevaison sur le métropolitain, normalement, on la fait sur la voie élevée. Hein? Ben oui, où il n'y a pas d'accotement pour sortir. On a une panne d'essence ou sur un pont. Bon, hein, c'est sûr. Ben non, à moins 40 sous 0. Pourquoi je dis que, premièrement, la question n'est pas de se poser la question, est-ce que c'est drôle ou c'est pas drôle? Si on rit du malheur des autres, c'est qu'en partant, c'est drôle. Bon, si on devient l'acteur, on rit plus. Mais là, on n'est pas correct. Pourquoi? Parce que probablement que le meilleur rôle que vous aurez jamais à jouer dans votre vie, vous êtes en train de le gâcher. C'est votre vie, d'ailleurs. Je le dis souvent, toutes les fois que l'humain a braillé, chialé, etc., puis a été malheureux dans le passé, on en reparle 10 ans après, puis on dit « Ah oui, on en rit aujourd'hui, mais à l'époque, c'était drôle de bord. » Si c'est drôle aujourd'hui, c'était drôle à l'époque. Oui, on doit s'arranger. Toi, tu n'étais peut-être pas drôle à l'époque. Tu comprends? Avec toi-même. La situation était drôle. Oui, puis toi là-dedans, c'était drôle. C'est un peu comme une farce. Quand vous contez une farce, il faut toujours qu'on soit trois. Vous la contez à quelqu'un, lui, elle comprend, puis il faut que l'autre, elle ne comprenne pas. Là, elle est bonne, la farce, parce que tu peux rire de la farce, puis tu peux rire de l'autre.
Tu comprends? Alors, dans la vie, c'est un peu la même chose. Si tu n'apprends pas à rire de la vie, sois sûr que la vie va rire de toi. Garanti. Si la vie rit de toi et tu ris de la vie, au minimum, on va rire ensemble. Mais il y a un avantage à ça. Vous ne perdez plus d'énergie et vous ramassez de l'énergie. Vous allez être moins malade, être moins stressé. Résultat secondaire, banal. Utile, mais quand même. Mais en plus, vous allez aimer être présent dans votre contexte évolutif. Vous allez goûter à des énergies que la majorité des humains n'arrivent pas à goûter. Chaque microseconde va devenir une dose, une injection d'énergie. Spirituellement, on appelle ça une leçon. Mais là, ce n'est pas une leçon dans le sens, on va te donner une leçon à toi. Ça devient réellement une plaquette d'information où on ramasse de l'énergie. Donc, on se dirige vers le contact avec notre esprit. Et c'est ce contact qui va faire en sorte qu'à un moment donné, on va être capable d'avoir hissé toutes les voiles, puis sortir des tracas, tout en restant encore pendant un léger laps de temps dans un monde plein de tracas. Mais ce sera le tracas des autres. Bon. L'être humain, donc, deuxième loi, il doit se remplir d'énergie, et pour cela, on doit être joyeux, et pour être joyeux, on doit apprendre à rire, et on doit apprendre à rire de tout. De soi, des autres, des événements, de Dieu, du diable, de tout. Imaginez que vous êtes une personne qui rit. Là, je ne parle pas d'une personne qui se détruit en riant. Le genre de personne qui... hey, écoute, tu as peut-être un problème, toi. Tu es toujours en train de se fuir en riant. Donc, je parle d'une personne qui s'amuse, pas qui joue. Hein? Quand on joue à un jeu, on ne peut pas tricher. Quand on s'amuse à un jeu, là, on est joyeux. C'est pas pareil. On doit s'amuser, on ne doit pas jouer. Jouer, c'est simuler. Et on doit être joyeux, pas être heureux. Être joyeux, c'est mieux. Le bonheur, on l'a vu, c'est trop mémoriel. Quand l'être humain vit cette deuxième loi, il se remplit d'énergie et rapidement, il commence à toucher royalement aux effluves de son esprit parce que l'être humain qui est joyeux commence à rayonner. Rayonner veut dire qu'il cesse de réfléchir. C'est pas l'énergie extérieure qui vient chez lui puis qui ressort parce qu'il ne l'a pas ramassé. Hein? Le miroir, là, lui, on va parler de lui. Ton miroir chez vous, il te trouve assez laid qu'il t'a renvoyé ton image. Bon. Je ne veux pas regarder. Ah non, absolument pas. On appelle ça réfléchir. Vous voyez, c'est ça, réfléchir. Alors, quand on réfléchit, on ramasse pas grand-chose. Quand on commence à rayonner, ben là, c'est nous, au fin fond de nous, la petite étincelle qui commence à grandir, qui commence à sortir, et là, ce qui sort va en plus nous énergiser. On n'aura plus besoin de chauffer les pieds à côté d'un feu de bois, on va avoir un feu de bois dans les pieds. C'est pas sûr. Pas sûr que c'est plus confortable. On figurait. Ça, je le voyais venir. Parce que lui, il a déjà perdu ses bottes comme ça. Bon. Ouais. Mais... Le fait de rire de nos problèmes ou de s'amuser... Je connais ta troisième loi. Attends un petit peu. Le fait de s'amuser avec nos problèmes, est-ce que ça fait en sorte qu'il va en avoir moins? Non. Non? Il va en avoir autant, mais ils vont être moins pénibles? Posons-nous la question. Si je m'amuse avec mes problèmes, il n'aura pas moins. Ça ne vaut pas la peine de m'amuser. Chialer avec tes problèmes, ça ne fait pas qu'il y en a moins non plus. On n'a pas la peine de chialer. Bon. Tant qu'à être là, amusons-nous. Hein? Bon, maintenant, troisième loi. Quand tu auras un contact avec ton esprit, il y aura moins de problèmes. Puis quand tu seras en fusion avec ton esprit, avec ton double éthérique, il n'y aura plus de problèmes. Pour toi. On va en avoir pour les autres? Ah non, pour toi en tout cas. Les autres, c'est autre chose. Bon. Troisième loi. La troisième loi, pour parvenir à un contact avec son esprit, vous allez encore dire que c'est des lois qu'on a déjà vues. Il ne faut pas qu'on voit les lois, il faut qu'on les applique. C'est bon de les revoir. Le contact avec son esprit nécessite absolument une pureté de l'âme. Troisième loi. Pureté de l'âme. Comment on purifie un âme? Si âme? on veut la sauver, est-ce qu'on peut la purifier? Comment purifier une âme? Un âme. OK. Bon, les deux, ça se ressemble des fois. L'âme, c'est un réceptacle. Ça cumule de la mémoire. À l'intérieur de cette mémoire va apparaître progressivement un virus, une copie conforme de notre conscience. Vous êtes tous envahis
par un ver solitaire astral, par un ego. L'ego, c'est une mécanique qui essaie de jouer notre jeu, qui se prend au sérieux, qui se prend pour nous. L'ego, c'est quelque chose qui engendre l'orgueil, l'égocentricité, l'égoïsme, c'est ces choses-là. L'ego, ce n'est pas correct. C'est utile, mais c'est merdique. La purification de l'âme nécessite l'élimination de l'ego. Traditionnellement et spirituellement, on le sait depuis le début des temps, contrôler sa pensée, contrôler son animalité, contrôler ses bas instincts, contrôler sa colère, contrôler ses défauts, contrôler sa gêne. Et à un moment donné, on va plus loin. Contrôler ses désirs, contrôler ses effluves affectives. Même les bons côtés finissent par être sujets à des contrôles. Tout ça, c'est l'ego. On ne peut pas passer notre vie à travailler à contrôler une mécanique. On doit simplement contrôler le corps physique, contrôler le véhicule par lequel s'exprime l'ego, et on doit par la suite purifier l'ego. Mais quand tu dis on doit purifier l'ego, on, c'est qui? Ben, c'est toi. Non, mais c'est l'esprit qui va purifier l'ego. Oui. Ça peut pas être l'ego qui désire se purifier elle-même. L'ego, t'as assez niaiseux pour penser ça à oui, un moment donné. tu peux faire la croire à l'ego, puis l'ego va... Ça fonctionne pas. Mais Surtout... l'ego est capable de se dire « faudrait que je m'égoïse. Faudrait que je sois plus heureux. Faudrait que je me détruise. » C'est ça. Non, mais... Tu sais, celui qui est modeste puis s'en vante, c'est un peu ça. Il y a deux parties d'ego qui luttent une fois. Si c'est pas le cas, c'est que c'est l'esprit qui veut anégoïser, qui veut purifier l'âme. Le corps n'a rien à voir là-dedans. C'est qui, c'est le corps? Bon, c'est ça. Donc c'est l'esprit. Parce qu'il dit c'est pas le cas qui fait ça, mais c'est pas. Oui. Il arrive quoi? Tous les êtres humains ont déjà un contact avec leur esprit. La preuve, ils sont capables de parole. Donc, ils ont contact avec une mécanique qu'on appelle un ajusteur de pensée, qui lui va progressivement ajuster la parole, qui elle va ajuster la pensée. Sauf que l'être humain a à peine conscience de son ajusteur de pensée, donc il a à peine conscience de cette effluve espritique. L'être humain qui s'anégoïse doit nécessairement, pour commencer, l'anégoïsation, c'est la fonte de l'ego, l'anégoïsation, donc la purification de l'âme. Une âme pure aura un contact avec son esprit. L'être humain qui veut commencer son anégoïsation, il est soit bizarrement et vachement manipulé, ou bien il a un contact déjà minime avec son esprit. Il se dirige vers l'intelligentiation et il sera donc mentalement capable d'en avoir ras-le-bol ou ras-l'âme de toutes les mécaniques de l'ego. L'anégoïsation ou la purification de l'âme, ça se fait comment? Ça se fait avec la deuxième loi et avec la première. Plus vous allez avoir la capacité de rire, de vous amuser et d'être joyeux de et dans votre vie, plus vous allez devenir anégoïque. Il y a des mécaniques, évidemment, il y a des techniques, il y a des structures qui peuvent permettre à un être humain d'aller plus rapidement. Mais si on va grosso modo au point de vue de la vie, un être humain qui est joyeux, un être humain qui prend le temps de s'amuser, au travail, n'importe où, un être humain qui s'amuse, qui se plaît, un enfant qui a de l'expérience d'adulte, c'est ça, un adulte humain, hein? C'est pas un adulte. Cette personne-là, elle est tout près du contact avec son esprit. Elle est en contact, mais tout près de la conscientisation du contact. Parce qu'autrement, quand on se fâche, qu'on chiale après nos problèmes, bien là, à ce moment-là, on nourrit, on le grossit, l'ego. On ne l'obsesse pas. Tu ne l'as vraiment plus. Imaginez qu'à un moment donné, il y a des personnes qui font ça. Vous avez un marteau. Vous avez un clou à planter. Alors, vous placez votre clou sur la planche, prenez votre marteau, 3-4 coups, paf, sur le pouce. Hein? Bon, il y en a qui reconnaissent leur voisin. Bon. Et là, vous imaginez que... 3-4 coups, t'es déjà généreux. Ah oui. Et là, vous regardez le marteau, puis... Maudit marteau! Oui, on peut. Oui. Et là, vous continuez. Snack, crochez, le clou devient croche. Maudit clou, maudit camelote, maudit marteau. C'est comme ça que vous agissez chaque fois que vous chiolez. Contre le marteau, contre votre bouton, contre les poils de trop, contre la température, contre la crevaison, même contre le voisin. Il est manipulé, il est mécanique.
contre le gazon qui n'a pas poussé, contre les rosiers qui sont morts, contre la neige qui vient de geler. C'est la même chose. Quand est-ce que ça a changé quelque chose? Donne un coup sur le pouce, puis tu trouves ça drôle, ça ne changera pas grand-chose. Mais il y a une chose qui est évidente, c'est que vous, dans votre plan de vie, ça change tout votre avenir. Ça doit faire peur aux autres alentours, par exemple. Tu donnes un bon coup de marteau, puis tu pars d'aller. Tout le monde se Moi, pousse. ma femme est habituée. Ouais. Faut pas que je me frappe sur le pouce. Ça ne te prendrait pas non plus. J'ai... Non, je la laisse jouer avec le marteau. Mais il m'arrive souvent des trucs, des conneries. Puis je m'amuse, j'ai un plaisir fou. Ma mère, elle a eu des problèmes avec moi un petit peu. Elle pensait que j'étais fou, justement. Mais j'ai quitté la maison assez jeune. Alors ça, je l'ai quand même sauvé. Tu sais. T'as sauvé son âme. Ah oui, c'est ça. Ben, maintenant, je la vois encore, puis elle ne comprend pas encore. Mais elle me dit, dis-moi que t'es heureux. Bon, ben... Si t'es heureux comme ça. C'est ça, si t'es heureux comme ça, ben... T'as Quand pas j'étais jeune, elle disait que c'était pour passer. S'amuser, c'est ça. La négociation va faire en sorte que l'humain va progressivement être de plus en plus joyeux. On parle pas d'une personne qui se promène sa rue en rien sans arrêt, là. Hein? Qui est adrénergisé puis qui a besoin d'aldol, de lobotomie. C'est pas ça. C'est drôle. C'est réellement drôle. Est-ce que tu sécrètes pas en énergie quand parce que tu choques pas quand quelque chose comme ça arrive? C'est les autres qui le font. C'est pas grave, je m'en fous, moi, que ce soit les autres, mais ce que je veux dire, énergétiquement, ça se perd pas. C'est même drôle. Énergétiquement, ça se perd pas. Il y a quelqu'un d'autre qui va sécréter. Si un créancier t'appelle pour te dire qu'il y a des problèmes... On vous problèmes... saisit, tu pourras rire. Puis tu dis que c'est pas toi qui as le problème, c'est lui qui les a. C'est vrai qu'il y a eu ça? Là, lui, il rira pas. Mais non. Fait qu'il y a quelqu'un qui va sécréter en quelque part. Il y a quelqu'un qui va... Oh oui, l'astral va être content quand même. C'est que il n'y a pas d'énergie de perdu. C'est non, juste le que monde c'est pas de la toi qui mort l'as est perdu. nourri. Sauf que ça, c'est pas important. L'important, c'est nous là-dedans. Alors, je sais que c'est pas important, mais c'est comique. Ça, mais C'est encore nous, plus là-dedans. drôle. Ben oui, si tu dis, c'est encore plus drôle. Ben oui, tu ris. C'est encore plus drôle. À un moment donné, j'étais en train de me baigner sur le bord de l'océan Pacifique. Hein? Et puis... Elle s'appelait comme ça jusqu'à temps qu'il y a. C'est ça, oui. Et pendant qu'on se baignait, eh bien, il y a un de mes amis qui subitement sort de l'océan avec un gros bloc de béton. Une grosse brique à ciment. D'habitude, il rentre dans l'océan avec un bloc. Oui, c'est ça. Alors, il sort son bloc de béton, puis là, il dit, qu'est-ce que j'ai trouvé? Ah, ben, c'est ça. Il met le bloc sur la plage. Alors, on continue à se baigner. Puis là, il en ressortait. J'ai suggéré d'ouvrir une carrière. Il ramassait des blocs cassés, etc. Puis là, il y avait on était au Guatemala, il y avait des Guatémaltèques aussi qui ramenaient des blocs comme ça. Tout le monde chiolait. Moi, je chiolais pas, mais j'allais pas me baigner. Je me suis dit, il me fait taper par un bloc, ça m'intéresse pas. Il y a des grosses vagues. Mais je trouve ça comique, amusant. Mon ami, lui aussi, il allait chercher des blocs, lui, par exemple. Puis, il s'amusait. Tout le monde qui était là chiolait. Pourquoi? Probablement qu'il y a eu un petit raz de marée quelque part, où il y a eu des vagues, puis ça a ramassé des morceaux qui traînaient, puis là, ça les amenait. Évidemment, c'était pas de la manne, ça là, les blocs de ciment. L'être humain, nous, tu es là, puis tu regardes tout le monde chialer, puis les blocs arrivent. Puis quelqu'un dit, oui, mais c'est pas drôle, après ça, il faut faire qu'on les ramasse. Exact. Mais c'est pas broyant. Après ça, il va falloir qu'on les ramasse. Ce serait la même chose. C'est vraiment. J'ai été dans des situations perdu en pleine jungle avec un Australien. Et puis, c'était drôle de le voir aller. Au début, il fait chaud. Nous, nos gourdes, on était quelques personnes. Et puis, on y offre de l'eau, il n'y avait rien. En soulier de course, puis il n'y avait rien. Bon. Oh non. Il ne nous connaît pas. Après 2 heures au soleil dans la jungle, dans l'Amazonie, nous on boit. Et lui, non. Correct. Un grand, moi, pas grand, lui 6 pieds 4, lui correct. Bon. Et puis, à un moment donné, ben là, on est perdu. L'être jeune est perdu, donc on est perdu, parce que nous, on le suit. Et puis, totalement perdu, là, son ego a viré de bord.
On boit un petit citron d'arbre en plein milieu d'une lagune pendant que l'autre il essayait de sentir sa cabane. Hein. Alors, as-tu soif? Ah là, il avait soif. Ah là, il avait soif. Ah là, il avait faim. Ah là, il avait mal partout. Ah là, il était petit. Là, il cherchait un moment. C'était drôle. Imaginez, ça faisait des années qu'on rêvait de coucher dans le jungle. C'était l'occasion rêvée. Mais l'astral étant ce qu'il est, le guide s'est retrouvé. On n'a pas couché dans le jungle. C'était gâché. Parce que vous en riez. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. J'ai monté avec un bonhomme qui a eu une crise de cœur, un chauffeur de taxi qui a eu une crise de cœur en montant dans les Andes. Alors, il a fallu que je l'embarque à côté, puis que je conduise son taxi, puis c'est une emmanchure à colonne que tu démarres en touchant des fils, puis tu fais attention à ne pas mettre les pieds dans la rue. J'ai descendu les Andes avec le gars pendant que le gars, il s'en remettait. C'est formidablement génial. Imaginez-vous en touriste au volant de l'affaire 1950. En tout cas, moi, je n'étais même pas en projet à l'époque où il a bâti l'auto. Bon. Puis, puis c'est bien. Puis là, il est en train de mourir à côté. C'est une légende, c'est génial. Puis là, tu te dis, s'il meurt là-dedans, qu'est-ce que je fais avec? Parce que là-bas, il va passer... Alors, il meurt pas. Puis l'humain, il va s'arrêter. Ma mère est spécialiste là-dedans. Oui, mais ici, il serait mort. Qu'est-ce que tu aurais fait? Il est pas mort. Oui, mais ici, il est pas. Ici, mais il est pas. Ouais, mais si serait mort, là. Je vais te présenter ma mère. Vous serez dans le club. C'est vrai que ta mère, j'aime bien. C'est très... Et là, on va dire, oui, mais M. Kahn, vous avez peut-être jamais rien vécu de particulier. J'ai vécu des choses, probablement, que certains ici ont vécu et ça les a totalement terrassés. Puis des choses que plusieurs n'ont pas vécues. J'ai eu une vie formidablement géniale, absolument superbe. Ouais, si t'appelles ça génial avant un chauffeur de taxi qui fait une infraction à côté de toi, c'est génial. Ah, mais j'ai eu pire que ça. Mais n'empêche, ça reste comique quand tu vois toute la mécanique au complet. Donc, continuons. 4e loi. Amusez-vous, c'est important. Parce que sinon, vous allez brûler la vie par les deux bouts. Puis rendu à la fin, il va rester que des cendres. La mémoire brûlée de ce que vous avez été. C'est pas génial. On ne crée rien dans le monde de la mort, on ne crée pas de double éthérique dans le plan mort-ciel, on n'a pas de contact avec l'esprit, on ne garantit pas notre immortalité de conscience, et finalement, on ne va pas nulle part. Oui, on va quelque part. Dans le monde de la mort, puis après ça, on est recatapulté sur la planète Terre, poum, d'un corps de bébé, puis là, on se fait changer nos couches à la mauvaise heure, et nous nourrir avec ce qu'on veut pas, puis on recommence encore une vie. Bon. À un moment donné, il faut qu'on bouge quelque chose. Pour choisir nos couches, au moins. Oui, au minimum. Ou encore décider qu'on vient au monde dans la salle à épouvante à fœtus, ou ben non, ailleurs. Bon, mais du moins, c'est salle d'accouchement. La 4e loi, c'est d'être capable de savoir ce que c'est qu'un anti-vivifie nasari perturborisateur en papier. Un Kleenex. Un Kleenex. C'est ça. La 4e loi... C'était évident, ça? Oui. La 4e loi, c'est d'être capable de s'autoriser et de tolérer les subtilités. Les subtilités, c'est ce qui va nous permettre de raffiner le contact avec l'esprit. C'est pas brut, c'est pas massif. Tac, 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 allô, c'est Dieu, ouvre! Ça marche pas comme ça. C'est comment? Il me semble que... Oui, c'est ça. C'est pas plus que ça. Au début. Mais on doit apprendre à aller là-dedans. Subtilité. Puis les subtilités vont faire en sorte qu'à un moment donné, vous allez comprendre les lois de la mécanique de la manipulation. Ah, excuse-moi, ce que je voulais dire, j'ai été manipulé, c'est mon ego qui l'a dit. Ah, j'ai une bonne raison. Oui, mais c'est la raison. Les subtilités vont faire en sorte que progressivement, vous allez voir qu'effectivement, il y a bien des choses que vous savez qui sont vraies. Oui, mais on a qu'à dire ça maintenant. Oui, dites-le. Et c'est vrai. C'est vrai. Quand vos paroles ont dépassé votre pensée, c'est que ce n'est pas ça que vous vouliez dire. Non, mais c'est facile à dire. Mais c'est vrai. C'est ça. Donc, si c'est ça, c'est ça. Les subtilités vont faire en sorte progressivement qu'on va être capable de décoder la vérité chez quelqu'un, la réalité chez un autre, ou le mensonge. On va être capable de décoder l'intelligence au travers d'un être humain manipulé à exprimer des saloperies. Puis on va se plaire de son intelligence. On va être capable de faire attention à ces saloperies. On ne sera plus capable progressivement d'haïr. Parce qu'on va découvrir ce qu'il y a d'intéressant chez tout le monde. Et en plus, on va être capable de percevoir la subtilité à travers un langage. On va finir par parler le langage des oiseaux.
Le langage des initiés. Pas le langage Kentucky. Non. Kentucky. Pas Kentucky, mais pas Kentucky, c'est ça. Ma mère, elle disait Kentucky, mais... Alors, progressivement, en développant la subtilité, on parvient... Vous savez, de temps en temps, Charles et moi, on s'amuse, on fait des farces qui sont subtiles, puis il y en a plein ici qui les comprennent. Comment pouvons-nous arriver à tenir un niveau de conférence énergisé, énergétiquement élevé, neuf, puissant, rapide, entrecoupé de paquets de farces? C'est parce qu'il faut qu'on soit capable de jouer avec les subtilités. Donc, on est capable d'être très très haut puis de voir encore qu'il y a du plaisir là-dedans. Mais le plaisir n'est pas... c'est un gars qui rentre dans un bar. Subtilité. C'est formidable pour parvenir au contact avec l'esprit, c'est essentiel. Ça va faire en sorte que vous allez lire des livres et subitement vous allez comprendre tout ce qui n'est pas écrit dans le livre. Que peut-être même l'auteur n'a jamais su. Oui, ça c'est... Le livre devient une forme de tarot. Hein? Ça va stimuler chez vous les choses que vous savez. Et l'ego va prendre comme raison d'apprentissage le livre. La subtilité va faire en sorte que subitement vous allez dire hey, c'est vrai qu'on est manipulé. As-tu vu comment ils sont tous manipulés? La subtilité va dire je suis encore manipulé de regarder. Ouais, on devient de plus en plus son seul maître. Plus besoin d'avoir un hétérodisciplinaire. On communique avec autrui, on ramasse de l'énergie, on crée des synergies. Plus on donne, plus les deux reçoivent. Quatrième loi, être capable de comprendre des subtilités. Très, très, très utile. Ça se développe par la parole, par la lecture, par l'écriture, par Ça se développe en tout cas. Comment on développe la subtilité? Voilà. Où est-ce qu'elle est déjà là qu'on la développe, justement? Je vais faire un parallèle. Elle est déjà là. Pour développer la subtilité, il faut prendre l'ego, il faut prendre l'être humain. Il faut le mettre dans un bain de produits chimiques. Bon, accélère le développement. Quand ça commence à être pas pire, tu sors, tu mets dans un autre bain. Pour voir si ça a fonctionné. Un révélateur. C'est ça, un révélateur. Bang, 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 bang. Et là, l'humain, qui est en train de voir la subtilité, là, il voit plein de choses révélées chez lui. Ah, j'étais comme ça, ah, j'étais laid, ah, j'étais de même, ah, j'étais pas ça, ah, j'étais pas... Il y a la révélation, là. Là, à un moment donné, quand on a révélé suffisamment, on le place dans quelque chose pour... C'est un fixatif, un autre produit chimique. On le place là-dedans pour cristalliser ce qui vient d'être développé. Il va rester la subtilité. On va voir toutes les subtilités. Parce que quand on regarde... un film qui a été exposé dans quelques fractions de seconde au soleil, pas grand-chose dessus, mais il y a quand même la photo. Alors si on la développe, etc., on la révèle, on va voir la subtilité. Une fois qu'on l'a développée, ben là maintenant on peut la faire sécher, et ça se développe comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pellicule elle passe un mauvais quart d'heure. On développe la subtilité en passant un mauvais quart de siècle. En réalité, c'est un mauvais quart de million d'années. Bon. En vivant, on développe la subtilité. Progressivement, vous allez vous dire, ça y est, j'ai compris. Vous allez encore vous faire ramasser, oui. Parce que le piège est maintenant plus subtil. Vous le voyez maintenant, vous venez de développer votre subtilité. Et il y en aura un autre, et oui, vous allez encore développer votre subtilité. Et subtilement, vous allez finir par devenir. Donc, on va passer à la période de questions. Pour ceux qui sont là pour la première fois, ceux qui sont ici pour une première fois, les questions peuvent être écrites sur un bout de papier. Je les lis pour que ça soit enregistré sur cassette. Et Daniel y répond. Alors, on commence. Une question facile. L'énergie, c'est quoi? L'énergie, c'est égal à la masse multipliée par la vitesse de la lumière en accélération. Deuxième question. On va revenir sur l'énergie. Comme tu as le temps, il n'y a pas beaucoup de questions. Ou on peut revenir plus tard. On fait une conférence au complet. Oui, je sais. OK. On peut revenir. On m'a enseigné que... Au cas où on n'aurait pas le temps. Au cas. Pas ce temps, change d'idée. Je vais juste faire une petite réponse, puis après ça, on pourra revenir sur le phénomène de l'énergie. L'énergie, c'est un concept. Et voilà, ça ne nous arrange pas. L'énergie, c'est la friction entre la matière et l'espace, entre la matière et le temps, entre l'espace-temps.
L'énergie, c'est quelque chose qui permet à la matière d'exister et qui permet en même temps les déplacements de la matière sur elle-même, ce qui va engendrer le temps. L'énergie, c'est donc ce qui permet l'existence. Et l'existence, c'est permis uniquement si on a le temps. L'énergie, c'est la mécanique la plus près de la réalité qui est exprimée dans le continuum illusoire qu'est l'espace-temps. Alors, je vais maintenant simplifier un peu. Égal à MC2. Oh non, ça c'est très simple aussi, mais... Alors, l'énergie, c'est une expression, c'est une forme. C'est ça, là, je suis parti d'assez haut, descendre en bas, j'ai l'impression que je ne dis plus rien, mais quand même. Le corps physique, c'est de l'énergie. On le sait, si on prend la matière puis on fait une fission de la matière, on a des explosions nucléaires comme on a eu à l'époque d'Hiroshima. Si on prend la même matière et qu'on fusionne les atomes, on a une explosion thermonucléaire, ce qu'on n'a pas eu à Hiroshima. C'est beaucoup plus puissant, c'est ce qui se passe dans le Soleil. L'énergie est constituée de matière. La matière est constituée d'énergie. Les deux vont s'exprimer dépendamment des continuums où on est placé pour les vivre. Présentement, où on est nous, on a l'expression de la matière dans l'énergie. On peut avoir, avec justement les explosions, une expression d'énergie à partir de la matière. L'énergie, elle peut acquérir des niveaux vibratoires plus élevés. Un niveau vibratoire plus élevé va créer ce qu'on appelle l'énergie vitale, le corps vital qui engendre la vie. Plus élevé en vibration, ça va être capable de mémoriser, de mémoriser non pas que de la matière, comme une plaque photographique, mais de mémoriser de l'événement et de mémoriser de l'intelligence. C'est ce qui va engendrer la conscience astrale, donc la psychologie. Plus réchauffé, plus vibratoire encore, ça va engendrer une puissance de logifération, un logiférateur, à l'origine l'intellect, par la suite le mental. Plus réchauffé, ça engendre un intelligentiateur, c'est l'intelligence supramentale. Plus réchauffé, ça va engendrer un gratuiteur, une forme de gratuité, c'est-à-dire une capacité de vivre des effets sans être assujetti à des causes. Et plus réchauffé encore, c'est un intentionnalisateur, ça reste de l'énergie si on veut, on peut appeler ça une supra-énergie rendue au-delà du plan planétaire, donc au-delà du plan mental. L'intentionnalisateur, lui, c'est cette mécanique énergétique, c'est celle qui va avoir la capacité de consciemment d'intentionnaliser tout le reste des expressions de l'énergie. L'intentionnalisateur, c'est ce qui peut se rapprocher en parallèle à ce que les gens appellent dans l'ésotérisme le plan divin. Le gratuiteur pourrait être le plan bouddhique, l'intelligentiateur le plan supramental, le plan logiférateur le plan mental, le plan astral, le plan vital, le plan physique. Si on veut aller plus loin pour savoir d'où vient la mécanique énergétique ou supra-énergétique, au-delà même de la création, ça sort totalement des cadres de la conférence, des conférences régulières. C'est trop compliqué à expliquer. Ces conférences, c'est des choses qu'on revoit surtout dans les conférences réservées aux séminaristes, où on a des heures pour en parler. Alors, grosso modo, l'énergie, c'est ça. Ce qui fait que si on cumule de l'énergie, ce qu'on doit comprendre, c'est qu'il y a deux façons de ramasser de l'énergie. La première, c'est de ramasser simplement une expression énergétique. La deuxième, c'est de réchauffer ce qu'on a déjà. Dans les deux cas, on ramasse de l'énergie, entre guillemets, et on va vers l'évolution. Donc, on approche de contact avec son esprit. On m'a enseigné qu'un prolaya égale un jour et une nuit de Brahma. Il s'éveille et c'est la création, il s'endort et la création est résorbée. C'est pour ça qu'on fait bien du bruit, puis les Krishna aussi, ils chantent tout le temps, pour empêcher de dormir. J'ai beau essayer de m'ajuster sur cet enseignement, je n'arrive pas à y croire. Je continue d'avoir le sentiment que c'est l'inverse. Brahma s'endort et ses rêves sont la création heureuse ou cauchemardesque. Et il se réveille et c'est la création. Égale ses rêves et la création disparaît. Plusieurs de ces hyper grands personnages dorment et c'est des univers parallèles. Les rêves des uns et des autres commandent. Commande, s'il te plaît. Alors un jour, un homme s'est endormi et en rêve, il devint un papillon. Et une nuit, un papillon s'est endormi et en rêve, il devint un homme. C'est le résumé de la question. Est-ce que vous êtes un papillon qui, présentement, est en train de rêver que vous êtes des humains? Alors, dans votre rêve, vous assistez à une conférence. Puis ce soir, vous allez aller vous réveiller. Ou si vous êtes des humains qui êtes conscients et réveillés, et ce soir, en vous endormant, vous allez rêver que vous êtes un papillon.
Lequel des deux l'illusion? Et lequel des deux la réalité? Est-ce que la création, c'est dans le jour de Brahma ou la création, c'est dans la nuit de Brahma? Tout est illusion. Mais l'illusion est réalité. Et la réalité est illusion. Ça veut simplement dire que pour que l'humain parvienne à s'en sortir, la personne, elle n'y croit pas. Mais elle croit, disons, à l'inverse. Ce n'est pas important, l'inverse ou le bleu ou le noir. Le pralaya, c'est une vision de façon brahmanique, hein, tu l'avais compris, c'est la nuit, le jour de Brahma. C'est arien, c'est atlantéen, c'est hindou. Et c'est la vision de la transposition des êtres humains d'un continuum, disons, d'un contexte d'évolution à celui-ci. L'être humain, dans le contexte brahmanique, est arrivé sur la planète Terre il y a quelques millions d'années, engendré par les seigneurs de la Lune, qui vont aussi, à un moment donné, porter un autre nom, les Elohim. Et l'être humain et les Elohim sont une mécanique qui ont comme seule et unique fonction de préserver les génétiques évolutionnaires, de les transposer de planètes réceptrices en planètes, pour simplement préserver la structure matérielle, les structures atomiques qui ont la capacité de recevoir de la lumière, de l'esprit, de l'énergie. Le cycle brahmanique n'est pas le cycle de la création. C'est un cycle où il y a une évolution, disons, humanoïde, du moins ascensionnelle quelque part, et s'il y a échec, ou bien simplement si ça fonctionne bien, on ramasse des prémices génétiques et on va les transplanter dans des mondes plus refroidis. Et là, on a un cycle de Brahma. Le cycle de Brahma, la nuit théorique ici, la nuit, c'est lorsque on transpose la matière génétique, il n'y a pas de conscience là-dedans, et lorsqu'on commence à la réveiller, à mettre de l'âme, il y a l'éveil, et là, c'est le jour de Brahma, qui devrait normalement fonctionner jusqu'au prochain sommeil de Brahma, c'est-à-dire lorsque l'humain sera suffisamment capable de s'extirper. On parlera donc de l'âge d'or, avant les 4 cycles du Kali Yoga, qui vont engendrer le Kali Yoga. Et lorsque cela se refait normalement, c'est uniquement une question de génétique qui est retransplantée dans un monde plus refroidi, alors que l'essence même de cette humanité-là est devenue brahmanique. Bon, là, je réponds à la personne. Je l'ai lu un peu là-dedans. Ce que vous devez savoir, tout est illusion, ce sont des concepts. On en a parlé un peu la semaine dernière. Brahma ou toutes ces choses-là, ce sont des mécaniques qui ont une caractéristique, ils sont capables de solidifier de la conscience dans une mécanique où on n'a pas le savoir instantané. Ce sont des marges, des outils sur lesquels on peut monter. Alors on peut dire, oui, mais c'est peut-être pas la réalité. Non. Mais la réalité, elle est atteignable qu'au prix des vérités. Donc, on peut se servir de vérités, de concepts, de philosophie. Ce que les Ariens ont fait. Et ils ont eu la capacité d'englober une mécanique évolutionnaire s'échelonnant sur plusieurs millions d'années, ce que la chrétienté n'a pas fait. Elle l'a arrêté à quelques milliers d'années. C'est bon. Ce que l'humain doit faire pour arriver simplement à avancer, c'est de tout centrer sur l'instant présent, sur sa présence immédiate. Et non pas sur une cosmologie qui fait en sorte de lui donner une fièvre lorsqu'il voit des choses. Par exemple, lorsqu'une personne se dit, écoute, moi je cesse de fumer, je vais peut-être vivre 20 ans de plus. Sur 4,5 milliards d'années que la Terre existe, on n'est pas à 20 ans après. Sur 15 milliards d'années de réactivation, on l'air fou un peu avec nos 20 ans. Sauf que ces 20 années-là peuvent faire en sorte que vous allez gagner du point de vue évolutionnaire, et c'est des choses qui échappent souvent à celui qui n'a pas encore, soit qui n'est pas encore suffisamment informé de mécanique nouvelle, ou qui n'est pas encore suffisamment centré dans son intelligence. Plus l'évolution avance, plus ça se fait exponentiellement. Et c'est pas la distance, et c'est souvent la distance que l'on regarde, un peu comme avant. Où tu restes, à telle place. C'est loin d'ici, 8 jours de marche. Mais là, on calculait la distance en termes de temps. Et aujourd'hui, on calcule la distance évolutive en termes de temps. Alors que Montréal-Québec, aujourd'hui, c'est 1 heure, encore en termes de temps. Ce qu'on doit comprendre, c'est qu'on peut considérer que le temps a été compacté quand on a appris à se déplacer plus rapidement. Montréal-Québec, 1 semaine et demie. Montréal-Québec, 4 jours. Montréal-Québec, 1 heure. Ça, c'est pour moi.
2h30, je pense. En avion. OK. Alors, l'évolution, c'est la même chose. On la voit encore en termes de temps. Plus on avance vite, c'est exponentiel. Ce qui fait que plus vous allez évoluer, les 20 années que vous allez peut-être vivre de plus, ben, il y aura 10 années qui vont être vécues dans la 11e année. Et tout votre vie va être vécu dans la 12e année. En termes de ce que vous allez aller chercher au niveau de l'évolution. La 13e année, vous allez peut-être vivre les 800 dernières années. Un humain devrait vivre 800 ans pour aller chercher la compréhension, le savoir et l'énergie que vous allez aller chercher en 1 an, la 13e année. La 14e année, c'est peut-être d'Abraham jusqu'à aujourd'hui. La 15e année, c'est peut-être d'Hiram Abith. L'autre année, c'est peut-être, bon, l'évolution est exponentielle. Quand on parle encore des jours de Brahma, de Brahma et ces choses-là, ce sont des choses intéressantes lorsque l'humain avance dans une exponentialité à peine visible. On multiplie 0.0000 à la 28 par presque rien. Aujourd'hui, on est dans une époque où notre exponentialité commence à monter, et là, ça va vraiment y aller. Alors, on ne doit pas s'en faire. Brahma, qui dorme et qui joue au tennis, vous allez voir que prochainement... Cette question est d'ordre physique. Depuis mon adolescence, je n'ai jamais eu de période menstruelle régulière. Ça fait maintenant 10 ans. C'est à la fois accommodant et quelque peu dérangeant. C'est très accommodant, mais l'anormalité rend ça souvent dérangeant. Le peu de médecins que j'ai vus n'ont jamais pu trouver le problème, donc j'ai cessé de les consulter. Alexandre le Grand est mort en disant « Je meurs des soins de trop de médecins ». Ah, c'est peut-être bien fait. Donc, est-ce inquiétant? Y a-t-il des dangers d'infertilité? Je continue toutefois d'en rire. Merci. La vraie réponse, ça serait continuer à rire. Bon. Ça, c'est la vraie réponse. C'est pas une réponse mentale, c'est une réponse globale. C'est une réponse d'être humain à être humain. La réponse astrale, elle sera différente. La réponse psychologique. Il y a des personnes qui ont des menstruations régulières, aux 2 semaines. Mais c'est régulier. Mais c'est régulier, quoi. Normalement, c'est, on va dire au mois. Quand c'est régulier au jour, il n'y a pas de hémorragie. C'est ça. Très bon médecin, hein? La personne, elle a consulté pour l'irrégularité. C'est ça qui crée les problèmes. L'anormalité. Je suis anormal. Docteur, est-ce que c'est normal? Dans ton cas, oui. Parce que c'est naturel. Les corps physiques ont des cycles qui se réfèrent à une normalité. Les ectopicités, les anomalies, les exceptions, anomalies positives ou négatives, les exceptions font aussi partie de la nature. Vous n'êtes peut-être pas normal, vous êtes naturel en ce que vous êtes, votre corps est comme cela. Est-ce qu'il y a des dangers d'infertilité? Ça n'a rien à voir. Il y a des femmes qui sont infertiles et qui sont menstruées régulièrement. Il y a des hommes aussi qui sont infertiles. Et il y a des bonnes raisons de l'être infertile. Il y a aussi des bonnes raisons de ne pas l'être. Vous connaissez probablement les raisons de ne pas l'être. Bon, c'est une chose. On ne doit effectivement pas s'en faire, il n'y a pas de problème là. Et puis si un jour vous vous rendez compte que vous êtes infertile, l'enfant tannant que vous auriez eu, soyez content, vous l'avez échappé belle. J'ai rien dit. Le Nazaréen a eu 12 ans, à 12 ans un contact avec son esprit. Ce contact peut-il atteindre 100%? Ou s'il n'a eu le plein contact qu'à la fin de sa vie, et c'est pourquoi disait-il jusqu'à la fin, Père, qu'il en soit fait selon ta volonté, alors qu'il savait déjà qu'il était l'Esprit, et donc pourquoi, au jardin de Gethsémani, parlait-il encore du Père? Le Nazaréen, que certains appellent le Jésus de Nazareth, Nazareth étant un petit village qui a été baptisé Nazareth 300 ans après la disparition du Nazaréen.
le Nazaréen, à l'âge de 12 ans, a été contacté par son esprit. Il n'a pas eu de contact avec l'esprit. À l'âge de 12 ans, son ajusteur de pensée lui a permis, à l'âge de 9 ans, mais à 12 ans, il y a un peu plus, et surtout, on a essayé de cycliser la vie du Nazaréen, 12 étant un chiffre kabbalistique important, 21 aussi, etc., etc. Il y aura le chiffre 40, il y aura le chiffre 7, des choses comme ça. 21 plus 12, 33. Et lorsque le Nazaréen a eu ce contact avec l'Esprit, c'est-à-dire lorsque l'Esprit l'a contacté, il y a eu un échange qui s'est fait entre les deux. L'Esprit avait besoin d'un corps physique à l'époque. Le corps le plus puissant qui avait été créé par la race humaine était nécessairement dans le peuple juif. C'est pourquoi lorsqu'il y a eu la pénétration dans l'ère du Verseau, lorsqu'il y a eu le retour des mécaniques christiques, il y a eu la levée de l'Allemagne qui a eu comme fonction de détruire une partie du peuple juif pour que l'esprit, l'intelligence supramentale, l'énergie christique, ne redescende pas uniquement dans le peuple juif, qui était un peuple, du point de vue ésotérique, l'un des plus puissants. Alors à l'époque, il y a une des sectes, les Nazaréens, la secte nazarite en est une autre, les gentils en est une autre, les Esséniens en est une autre, c'est la même clique. Eux ont reçu donc ce contact. Père, c'est l'ego de Jésus, de l'enfant qui parle. Alors, dans l'Église catholique, on reconnaît l'enfant Jésus, on reconnaît le Christ, et on reconnaît l'homme christifié, l'homme-dieu, Jésus-Christ. C'est important de voir les séparations, les nuances, les subtilités. Jésus est un être humain, réincarné aujourd'hui. Le Christ est une mécanique supramentale qui est résorbée. Maintenant, tout ce qui est supramental, alchimiquement, tout ce qui est christique, fait partie du retour du Christ. C'est ce qui arrive à plusieurs personnes. Mais ce n'est pas Jésus-Christ qui revient. C'est le Christ. C'est l'énergie christique. Alors, à un moment donné, dans l'évolution de sa vie, le Nazaréen, qui est le nom de l'initié, le nom qu'il aimait, que les disciples autour l'appellent, enfin ses amis puis ceux qui le côtoyaient, au cours de sa vie, il va dire « Je suis le Fils du Père dans le ciel ». Il dit ça vers l'âge de 12 ans. Je dois m'occuper des affaires de mon Père dans le ciel. Le ciel, c'est le monde de la mort. C'est de là que viennent les âmes, c'est là-dedans que sont constitués les égrégores, et c'est l'endroit à échapper. Un peu plus vieux, il va dire, je m'occupe, ou je suis le Fils du Père dans les cieux. Là, il a un contact plus conscient avec les énergies extraplanétaires, les énergies qui dépassent le monde de la mort, qui dépassent le ciel, et qui font partie des 3 sphères supérieures du point de vue planétaire. Le plan bouddhique, l'amour, le plan supramental, qui sera l'intelligence, l'Esprit Saint, le plan bouddhique, l'amour, et le plan de l'intentionnalité, ce qui lui appellera le Père. Mais là, on ne parle plus du Père dans le ciel. Et à un moment donné, un peu plus tard, lorsqu'il sera en fusion avec son esprit, il dira simplement « Je suis ». Il n'est plus le fils de rien. Et lorsqu'il meurt sur la croix, l'énergie christique s'en va, et c'est l'ego, donc l'enfant Jésus, qui se retrouve, et qui dit « Père, pourquoi m'abandonnes-tu » Alors, grosso modo, c'est ce qui est arrivé ici. Donc, le contact christique à l'époque, il s'est fait très rapidement. L'être humain n'a pas un contact final vers la fin. Dans l'ère du poisson, la majorité de ceux qui avaient un contact supramental mouraient violemment. J'ai déjà expliqué un peu pourquoi. Parce que ça purge quand le sang est écoulé violemment. Il y a une grande partie des parties basses de l'ego qui restent attachées au plan matériel. C'est pourquoi Odin disait à ses guerriers que si vous voulez venir à mon banquet, vous devez mourir en vous battant. C'est pourquoi, hélas, Allah prescrit aux musulmans, souvent, de mourir sur un champ de bataille en tuant des infidèles. C'est la seule façon de venir le rejoindre. C'est très évolutif. Totalement débile. Très évolutif, hélas. L'être humain qui est rendu à un certain niveau d'évolution n'a plus besoin de cela. Les chrétiens, ça a été la même chose. Soyez des martyrs. Mourez. Mourez, on vous ouvre le sang. Bon, on vous ouvre le corps, le sang coule. Maintenant, l'être humain qui est rendu à un certain niveau d'évolution, lorsqu'il a suffisamment de négoïsation, c'est plus nécessaire qu'il meure violemment. C'est intéressant. Le baptiste est mort violemment. Il est perdu la tête. Contact supramental. Mais c'est plus comme ça aujourd'hui. Donc, contact christique. Alors, l'être humain, même un enfant peut vivre un contact supramental. Il peut fusionner avec son double éthérique. Une partie supramentale qui va être créée et qui va conserver ce qu'il y a de plus évolué chez l'être humain exprimé dans le contexte planétaire. Le double éthérique. Et lorsque le Nazaréen a eu la fusion avec son double éthérique, c'est lorsque le corps était mort. Il y a eu une fusion totale avec le double éthérique. Et le double éthérique, dans le tombeau, est venu
atomiser, énergiser, donc luminiser le corps de chair, ce qui fait que les Romains n'ont rien trouvé à part une guenille avec des traces dedans dans le tombeau. Alors, on n'a pas besoin de vivre. Existe-t-il un vaccin en dehors de l'initiation qui Inocule. c'est ça, oui, inoculerait contre le virus qu'est l'âme, de sorte qu'en ma prochaine incarnation, le virus serait absent? Vous allez... On va laisser faire le phénomène de la réincarnation pluralitaire. On va considérer qu'une réincarnation unitaire. Vous allez être réincarné en tant que ce que vous êtes lorsque le corps de l'enfant qui va vous recevoir aura approximativement l'âge que vous avez aujourd'hui. Il est donc absolument essentiel et nécessaire qu'une âme vient d'anima, qui veut dire animé, qu'une âme habite le corps jusqu'à temps que vous en preniez possession. Et la problématique, c'est que lorsque vous allez en prendre possession, l'âme ne voudra pas lâcher. C'est l'ego. C'est ce qui vous est arrivé. Un virus, oui. En Haïti et en Afrique, entre autres, on est spécialisé dans la vaccination anti-âme. On prend un être humain qui a un corps physique. Il n'est pas mort parce qu'il a un corps vital. Et on prend l'âme et on l'extirpe. Plus d'âme. Alors la personne, elle est débarrassée de son âme. Elle a un corps physique, elle a un corps vital. Et n'ayant pas de mental ni de contact supramental et n'ayant plus d'âme, on appelle ça un mort-vivant, un zombie. La personne qui l'a fait, elle peut télépathiquement diriger l'autre et faire ce qu'elle veut avec, l'autre n'a plus d'âme. Donc, elle n'est plus animable, n'a plus de conscience mémorielle, ce qui fait qu'il n'y a plus de personnalité. L'âme est absolument essentielle pour permettre la création du corps mental, et le corps mental va permettre le contact avec le plan supramental, votre esprit. Et après, vous allez devoir quitter l'attraction de la mémoire, et pour cela, il vous faudra énormément d'énergie. Et cette énergie, elle est conservée dans un carburant et dans un comburant. Elle est conservée dans l'âme, dans l'ego et dans les mémoires, que vous devrez transformer, on appelle cela encore une fois une égoïsation, pour pouvoir récupérer l'énergie dans la forme, de façon à avoir la puissance nécessaire pour monter. L'âme est absolument essentielle, sauf que elle ne doit pas être le maître contrôleur de notre vie. Est-il vrai qu'en 1993, certains auront la possibilité de passer directement 20 ou 30 ans plus tard en utilisant un moyen quelconque de voyager dans le temps? Absolument vrai. Si oui, explique le procédé. Est-ce un principe connu de la science, hyperespace ou autre? Dire que science, ça veut dire savoir. Puis que tous les savants font de la recherche mémorielle pour savoir. C'est de la connaissance. Donc, est-il vrai qu'en 93, certains auront la possibilité de passer directement à 20 ou 30 ans? Ou plus. En utilisant un moyen quelconque de voyager dans le temps. Jusque-là, ça va. En utilisant un moyen quelconque. Il existe présentement des machines à voyager dans le temps. Sur la Terre. Actuellement. Ils ne sont pas là, là. Bon, ils sont partis. Bon. Quelqu'un les a pris. Dans le temps. Ça existe. Ça fonctionne mal. Très dangereux. Avec des séquelles de dépolarisation du corps vital, de séparation du corps vital. En tout cas, bref, le voyage n'est pas confortable. Puis il est souffrant le restant de la vie du corps physique. Présentement, il y a des mécaniques qui sont en train de se créer. Pour répondre clairement, je devrais expliquer plein de choses que, bon, je vais résumer quand même. L'être humain, lorsqu'il évolue, il vient à un moment donné où il cumule suffisamment d'énergie qu'il augmente sa masse. Augmentant sa masse, il augmente sa gravité. Augmentant sa gravité, il courbe autour de lui l'espace-temps. Ce qui va faire en sorte qu'un être humain est suffisamment évolué, suffisamment rayonnant, lorsqu'il passe quelque part, tout le monde le remarque, tout le monde le voit, et progressivement, l'événementiel qui entoure les individus commence à être ajusté en fonction de notre personnage. On parlera de charisme.
Il courbe l'espace-temps autour de lui. On ne parle pas qu'il va faire dévier la lumière encore ou qu'il va attirer Mars ou Vénus, mais il courbe l'espace-temps. Progressivement, l'individu finit par courber tellement l'espace-temps dans la conscience et dans la matière que beaucoup d'individus faibles ne sont plus capables de quitter la centricité opérée par la courbure spatio-temporelle. Ce que je veux dire, c'est que la Terre, la planète Terre, vous connaissez ça, ça n'attire absolument rien. Hein, ça n'attire pas. On parle d'un aimant, on parle de gravité. C'est ça qui est grave. C'est qu'il n'y en a pas. Ça n'attire pas. Par contre, ce que ça fait, c'est que la masse courbe l'espace-temps autour de la Terre. Et courbant l'espace-temps autour de la Terre, chaque fois que quelque chose veut s'échapper, il est ramené sur la Terre par la courbure spatio-temporelle. Si on voyage plus rapidement, si on cumule suffisamment d'énergie cinétique, 11,2 km à la seconde, on sera capable de quitter l'orbite terrestre. Donc, de fuir la courbure spatio-temporelle. Dans une étoile à neutrons, dans un trou noir, par exemple, l'énergie est tellement dense, la masse est tellement puissante, l'espace-temps est tellement courbé puissamment, que même la lumière à 299 792,5 km à la seconde n'arrive pas à quitter l'orbite. Bon. Lorsque l'être humain évolue, il ramasse de l'énergie. Ramassant de l'énergie, il augmente sa masse. Augmentant sa masse, il augmente la courbure spatio-temporelle. L'homme nouveau, la femme nouvelle ou l'enfant nouveau, qui sera en contact fusionnel avec son ajusteur de pensée, en contact fusionnel avec son double éthérique, aura une masse telle qu'il sera capable de courber l'espace-temps à un point tel qu'il sera capable simplement de partir de maintenant et de s'en aller directement 30, 40, 50 ou 200 ans plus tard. Bon, voilà, c'est une bonne chose. De type. Et il y aura aussi une intervention, probablement dans les années à venir, une intervention qui fait partie de transport séraphique, de contact fusionnel avec des individus qui auront des doubles éthériques. C'est très haut, hein, on ne comprend plus rien. Moi non plus. Mais... T'écouteras, cassette. Énergétiquement, c'est intéressant. Alors, il y aura effectivement des individus qui, dans les années à venir, seront simplement transportés. Dans le temps. Être soi-même n'est-il pas la fameuse clé pour communier avec l'esprit? Si oui, est-ce qu'il y en a une aussi puissante que celle-ci? Bon, quand on dit être soi-même, il faut toujours faire attention parce que le être soi-même a toujours été appelé à mener par les énergies émotives et spirituelles qui vont dire moi là, je suis une personne bête, fait que c'est ça être moi-même, je reste moi-même. Moi, je suis une personne qui n'aime pas voir les animaux, fait que j'aime pas voir les animaux, c'est moi. Être soi-même peut être compliqué parce que c'est facilement récupérable par l'ego. Ça peut être ce que j'ai toujours été. Ouais, mais encore là. Au lieu d'être soi-même. Ouais, mais c'est sûr, c'est ça. Puis c'est aussi être ce que tu seras toujours. Mais ça, c'est de la philosophie. On a raison, mais ça sert à rien d'avoir raison comme ça. Mais ça sert à rien, ça c'est pas applicable. Ne soyez plus rien. Ça, c'est beaucoup plus applicable. Et là, on est gagnant. On est gagnant. C'est pas toutes les lois, mais ça va permettre de faire différentes choses. C'est comme si vous êtes joyeux. Les lois qu'on a vues tout à l'heure, appliquez-en seulement une, nécessairement, les autres vont commencer à devenir applicables d'elles-mêmes. On peut choisir. Si vous n'êtes plus rien, êtes-vous une femme? Et cosmiquement, c'est pas fort. Êtes-vous un homme? C'est pas... Bon. Êtes-vous un esprit hautement évolutif? Ça veut dire quoi? Êtes-vous le fils créé par Dieu? Ou la fille? Si ça vous plaît. Et si vous êtes capable d'être rien, vous serez probablement exactement ce qu'il faut que vous soyez. L'ego, astralement, il va avoir de la difficulté à supporter ça. Ben oui, mais si je suis rien... Bon, t'es quelqu'un. Puis si c'est pas assez, ben t'es quelqu'un. L'humain doit être... Quand les gens me demandent, par exemple, où je prends mon information, je réponds souvent, je prends ça où ça se trouve. C'est bon, c'est simple. Monsieur Kem, avez-vous fait votre fusion avec votre double éthérique? Ça ne vous regarde pas. Mais bon, on élimine les formes. À quoi ça sert? À rien. L'important, c'est que vous soyez conscient, présent où ce que vous êtes. C'est uniquement ça. Les égos vont être insécures. Les égos veulent absolument avoir quelque chose.
Est-ce que je suis rendu au niveau 28 d'évolution ou au niveau 48 427? C'est comme je dis souvent, quel âge avez-vous? Ah, moi, j'ai 27 ans, j'ai 45 ans, j'ai 12 ans, j'ai 68 ans. Oui, c'est pas ça. Lui, il a combien de centaines d'années de vie? Et son calcul, c'est les vies antérieures. Qui est le plus vieux que l'autre? Oui, mais cosmiquement, quel âge avez-vous? C'est comme de dire, il n'y a jamais eu de début, il n'y a jamais eu de fin, et il est présentement 9h37 et 28. Par rapport à quoi? Hein? Par rapport à quoi? On s'amuse comment, là? Le cosmos existe depuis 15,2 milliards d'années. Puis avant, c'était l'éternité. On s'amuse, là. Dans l'évolution, c'est la même chose. À quel niveau on est rendu? À quel niveau ceci? Être soi-même veut dire quoi? C'est sûr, philosophiquement, c'est être tout. Puis quand on est tout, on n'est rien. Quand on n'est rien, on est tout. Mieux vaut être rien, comme ça on est tout. Parce que quand t'es tout, t'es rien. Mais, c'est quoi? Ce sont des sujets de philosophie, ce sont des sujets de conversation qui ont une immense utilité uniquement par le fait qu'ils vous obligeront peut-être à parler, mais qui ne doivent jamais être mémorisés. On a eu une bonne conversation hier. De quoi vous avez parlé? En tout cas, elle était bonne la conversation. Bonne question. Alors là, vous avez eu une bonne conversation. Pourquoi? Vous avez conservé l'énergie, vous avez digéré la forme, et vous n'avez pas conservé la forme en empêchant l'énergie de vous aider. L'évolution doit se faire d'une façon sans être centrée sur une personnalité. La personne a raison, c'est sûr qu'elle a raison, mais souvent c'est de la philosophie. C'est-à-dire, je ne dis pas qu'elle philosophisait, mais il faut faire attention, on parle aussi pour tout le monde, on doit être rien. Ça va vous permettre d'être capable d'appliquer des lois particulières qui vont vous permettre de faciliter votre évolution. N'être attaché à rien, sans vous foutre des choses. Parce que êtes-vous le fils de Dieu? Imaginez que par hasard, vous découvrez que vous êtes le fils de Lucifer. Ça te rappelle des choses? Maintenant, vous faites quoi? Autant rien se rappeler, hein? Surtout que tous les humains, de toute façon, sont lucifériens. Quand tu te rappelles de rien, tu n'as pas à t'adapter. Tu n'as pas de mémoire, tu sais pas. Tu t'attaches pas. Tu ne souffres pas psychologiquement, tu souffres à peine physiquement. Et pas de mémoire, évidemment, tu as le savoir instantané quand tu es rendu à ce niveau-là, ce qui fait que tu sais toujours tout ce que tu as besoin de savoir lorsque c'est nécessaire que tu le saches. Tu n'as pas besoin de te rappeler de ça. Pouvons-nous être soi-même, nous-mêmes, et ne pas être transparents? Non. Pour être vous-même, vous allez simplement... Vous êtes pur, vous êtes transparent, vous êtes translucide, vous êtes parfait. La seule chose qu'il y a, c'est qu'on vous a emballé pendant le transport pour vous protéger contre les chocs. Puis là, ben là, la caisse ne savait pas s'ouvrir. Bon. On la trouve belle, elle se trouve belle, elle reste là. Mais être soi-même, ça être transparent, non. Là, vous vous jouez des tours. La transparence, c'est l'unique voie vers l'accession du phénomène d'être soi-même, ou d'être finalement plus rien de ce que la forme prescrit. À quoi ça vous sert d'être un dieu ou une déesse? Regardons-le. À foutrement rien. Oui, mais je ne souffrirai plus. Mais non. Et tu fais quoi maintenant que tu ne souffres plus? À quoi ça sert à l'humain d'être quelque chose? Absolument rien. De ce fait, si l'humain veut être prince, veut être roi, veut être n'importe quoi, ça mène absolument à rien. Moi, je ne veux pas être quelque chose, je suis. Je suis quoi? Je n'en ai rien à foutre, je suis. Et où je vais, je ne sais pas où je vais, mais je sais que j'y vais. C'est pas où je vais. Ah oui. Et c'est comme ça. Tu peux pas te tromper. C'est bien ça que je pensais, c'est là que je m'en allais.
Astralement. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Oui, oui, exactement. Dans la forme. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas où je vais, mais je sais que j'y vais. Dans la forme. Dans la forme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je connais la saveur, mais je ne connais pas la forme. Je sais que ça va goûter les patates, mais je ne sais pas si c'est un gâteau qui va goûter les patates, ou si c'est un morceau de viande qui va goûter les patates, ou je m'en fous. L'important, c'est que la saveur que j'ai besoin et la saveur que je vibre, je sais que c'est cette saveur-là que je vais chercher. Est-ce que ça va être dans un Éden paradisiaque sur une planète? Je n'ai rien à foutre. L'important, c'est que j'ai la saveur. La saveur, c'est de l'amour intelligent, c'est de l'intelligence que du cœur, c'est de la conscience, mais c'est beaucoup d'autres choses que la forme, donc que les mots ne peuvent pas communiquer. Ça communique énergiopathiquement. Télépathique, ça c'est planétaire, mais énergiopathique, c'est sur tous les plans. Il y a la saveur. Exactement comme, vous voulez être heureux? Qu'est-ce qu'il vous faut pour être heureux? Je m'en fous, ce qu'il me faut pour être heureux, je veux être heureux. Alors là, vous avez de drôles de chances d'y parvenir. Pour être heureux, moi, il faudrait que... Voilà, là vous êtes bien mal pris. Alors moi, je sais que j'y vais, je connais la saveur. Mais où je vais, quelle est la forme de parle-en? Je n'en ai vraiment pas besoin. Près de Dieu, si c'est ce que j'ai besoin, c'est parfait. Près de l'enfer, c'est parfait aussi. Près de l'humain, aucun problème. Près de l'écureuil, près de la terre, ça ne me dérange pas. La saveur. L'imbécilité, la débilité, l'absurdité, l'ignorance, la mémoire, il n'y a pas où je vais. Mais à quoi ça ressemble? Je n'ai pas besoin. Une planète de cristal, je n'ai rien à foutre. Si c'est ça, tant mieux, tant mieux. Bon, on écoutera la radio. Oh, c'est piloté par cristal aujourd'hui. Ouais. C'est important de bien comprendre l'idée. On n'a pas besoin de prévoir la forme pour dire, si j'ai ça, je serai. Soyez. Le reste sera parfait. À quoi ça va ressembler? Aucune idée. Mais ça va être parfait. Toute connaissance de soi n'est-elle pas partie du mensonge cosmique? Mensonge cosmique. Absolument. Ça fait partie du mensonge cosmique. Mensonge cosmique. Parce que je pensais à Brian Mulroney, puis... C'est un mensonge comique, lui. L'être réel n'est-il pas dans un état de non-conscience? Ici, non, et ici, oui. Donc, toute connaissance de soi n'est-elle pas partie du mensonge cosmique? La question est comique, elle nous fait tout, hein? Ouais. On va la lire l'autre bord. D'ailleurs, ça doit être de non-connaissance et non pas de non-conscience. Oui, toute connaissance de soi, évidemment. C'est ce que je viens d'expliquer. Quand on apprend à se connaître, on apprend à connaître que de la mort. Mieux vaut être rien. Mais être rien n'est pas de la non-conscience. C'est juste là que la nuance à faire. Si vous savez qui vous êtes, en réalité, vous savez qui vous avez été. Je suis mécanicien, c'est toute ta vie. Je suis un bon gars, c'est toute ta vie. Tu regardes le passé, aujourd'hui t'es quoi? Je suis un être humain malheureux, tu regardes ton passé, heureux, etc. La non-conscience, il faut comprendre certaines choses. Encore une fois, ici, la personne a raison et elle a tort. Ça dépend des niveaux. C'est non-conscience ou non-connaissance qui marche? Non-connaissance, il est écrit ici. Mais c'est parce que j'ai dit non-conscience, mais c'est pas ça. La non-conscience, c'est la même chose. La non-connaissance, c'est beaucoup mieux. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. C'est la même chose, ça dépend du niveau où on va se placer. Donc, on revient à la même chose, c'est qu'au niveau astral, au niveau mémoriel, au niveau psychologique, donc au niveau spirituel, l'être humain va vivre une connaissance, il va vivre une conscience. C'est une conscience mémorielle. Une conscience mémorielle est essentiellement une connaissance. Tout à l'heure, on a parlé, la science voudrait dire savoir. Le savoir est toujours instantané. Vous connaissez Montréal, vous ne savez pas Montréal. Vous ne connaissez pas que vous vivez, vous savez que vous vivez. Bien différent. L'être humain qui atteint un état d'être-té réel, donc un état d'absolu, on peut parler par exemple de phénomènes existentiels et non plus expérientiels, on n'a plus besoin de l'expérience pour parvenir à un état illusoire mémoriel de conscience. L'être humain qui est existentiel uniquement peut parvenir à un état post-personnel, je ne vais pas trop compliquer, mais avant d'être ici, tu étais pré-personnel. Tu étais un pré-personnel. Personnel. Un emprunt personnel. J'ai des exemples de finances pour qu'ils comprennent.
Présentement, tu vis dans une personnalité, tu as une expression qui est existentielle, qui est expérientielle et qui est personnelle. Alors qu'un peu avant ta création, tu avais une existence, création, on parle en contexte planétaire, tu avais une existence temporelle qui était, donc tu étais une expression existentielle, qui était pré-personnelle et qui n'était pas encore expérientielle. L'être humain qui arrive à un état d'être-té après être passé par où on est passé, va vivre un état post-personnel, donc il perd la personnalité, ce qui fait qu'il n'est plus rien du point de vue des personnalité astrale. Nécessairement, il va perdre la connaissance, donc il va atteindre la non-connaissance. La non-connaissance, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas tout connaître, c'est rien connaître. Dans la philosophie du passé, on va parler justement du tout connaître. Non, le rien c'est le tout c'est le rien, ça c'est une illusion. Dans le rien, il n'y a rien, et dans le tout, il y a tout. L'astral humain cherche le tout. L'être intelligent n'est rien. C'est tellement mieux. Les grands initiés ne dirigeaient pas les pays. Ils étaient rien. Oh, mais tout bougeait à cause d'eux. Allez dans l'espace. Il n'y a rien. C'est faux, il y a des particules virtuelles. Mais alors, disons qu'il n'y a rien. Vous allez dans l'espace, c'est le vide, il n'y a rien. Vous allez voir à quelle vitesse vous allez vous désagréger. Puissant de rien. L'être humain, donc ici au niveau de la non-connaissance, c'est évident. La non-connaissance, c'est la faculté qu'a l'humain de perdre sa mémoire, ce qu'on a parlé un peu au début. L'être humain parvient philosophiquement à l'état du non-être. L'état du non-être, c'est la capacité qu'a un ego de ne plus être capable de se reconnaître. De ce fait, il ne devient rien. La non-connaissance, la non-vision, la non-audition, la non-olfaction, la non-tactilité, l'être humain atteint l'état du non-être. L'état du non-être, qu'est-ce que c'est? C'est encore une fois une capacité qu'aura l'ego de ne plus rien connaître. Pour que l'humain arrive à l'état du non-être, il faut que l'humain soit rendu à un niveau énergétique où il a une conscience supramentale. Il ne l'a pas autrement. On peut en faire des philosophies. La philosophie va nous amener de l'énergie et un jour on devra transformer les mémoires de la philosophie en énergie d'ascension et devenir la chose. Rien. C'est là que je suis, parce qu'on n'a rien. Oui. La personne va dire, tu es quoi? Tu ne réponds même pas rien quand tu es, parce que le rien devient quelque chose dans la forme, dans le langage humain. Ben, ça fait plaisir, je suis un bon gars. Il faut bien que tu réponds, sinon il ne te lâche plus. Alors donc, la non-connaissance, c'est le contact supramental qui amène à l'humain une perte totale de la conscience mémorielle, avec un savoir instantané, un savoir supramental, qui fait en sorte que vous savez ce que vous avez besoin de savoir, uniquement lorsque c'est nécessaire que vous le sachiez. Tout le reste, vide. Plus de problème. Vous rappelez-vous où vous restez? Non. Mais c'est un maudit problème? Non. Pourquoi? Pas là que je m'en vais. C'est ça le contexte supramental. Oui, mais quand tu vas vouloir y aller, moi savoir ce que j'ai besoin de savoir, quand ça va être nécessaire, moi savoir que quand je vais devoir rentrer chez moi dormir, moi savoir où je reste. D'où tu viens? Je sais pas. Oui, mais tu sais pas d'où tu viens? Non. Ça prend un conjoint qui accepte ça. Ça fait 3 jours qu'il t'a Non, ça pas vu. prend un conjoint plutôt qu'un conjoint. Un quoi? Ça prend un conjoint plutôt qu'un conjoint. Parce que si le conjoint est avec toi, il ne comprendra pas. Si c'est un conjoint est avec, il est joint avec toi, ça va. Mais s'il est con avec toi, c'est un conjoint. Je me rappelais plus où j'habitais. Pas sûr. Qu'est-ce que t'as fait? Je sais pas.